Ce soir, donc, nous avons un débat donc, avec pour thématique coopérative et ou service public. Alors, on peut le prendre dans un sens ou dans l'autre, j'y reviendrai. Avant de faire les présentations et de présenter le débat, je voudrais rappeler donc, quelques petites consignes techniques. Donc, cette conférence est donc, enregistrée. Donc, celles et ceux qui ne souhaiteraient pas apparaître donc, peuvent couper la caméra ou peuvent également donc, mettre un pseudo. Par ailleurs, donc, il est demandé que les micros, l'ensemble des micros soient coupés, sauf pour ceux qui parlent, évidemment. Et puis, je crois que c'est tout au niveau des consignes. Et puis, par ailleurs, donc, quand vous, au moment du débat, donc, il vous sera demandé, si vous voulez intervenir, d'aller donc sur l'onglet donc réaction et de lever la main. Voilà. Alors pourquoi cette discussion, cette thématique ce soir? C'est donc le 10 janvier dernier, nous avions donc une première visioconférence pour dresser un peu un bilan de la 8e rencontre internationale de l'économie des travailleurs, donc qui s'était déroulée donc à distance, hein, parce que normalement elle était prévue à Mexico. Ça s'était déroulé donc en octobre-novembre donc 2022-21 et donc, nous avons dressé donc, ce bilan avec les représentants français, donc des coopératives françaises qui avaient participé à cette rencontre. Il y avait donc notamment donc, Dominique Guéret, le président de RICOP. Il y avait Serge Lequéot qui était intervenu donc, en tant que syndicaliste solidaire, mais aussi un des initiateurs de la coopérative des masques. Il y avait également Fatih Bouaroua de l'APREM, donc à Marseille. Et en fait, la discussion très, très riche hein, sur l'articulation entre des coopératives avec les services publics, avec le tissu économique et autres, avait montré qu'il y avait un intérêt de confronter à la fois donc, les positions des coopérateurs à celles des syndicalistes et des usagers. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire un peu ce soir, donc avec donc, 4 intervenants, sachant que bon, c'est une thématique qui nous est très chère et dans laquelle nous, en tant que membres de l'association pour l'autogestion, sommes les uns et les autres impliqués localement, particulièrement celles et ceux qui sont en milieu rural, où il y a effectivement un processus de démantèlement des services publics qui est à l'œuvre depuis plusieurs décennies. Alors ce soir, donc, pour avoir cette discussion, nous avons invité donc, Michel Antony, donc, qui interviendra le premier, qui est cofondateur et également administrateur donc, de la convergence des services publics, hein, collectif de défense et de développement des services publics, mais également membre aussi et fondateur de la coordination nationale des hôpitaux et maternité de proximité, et il est par ailleurs adhérent de notre association. Ensuite, interviendra donc Alexandra Debézieux, donc, qui est membre de la direction collégiale de RICOP, donc, avec qui donc, nous avons déjà travaillé donc, dans le cadre de la rencontre mondiale que j'ai évoquée tout à l'heure. Ensuite, donc, David Coco, qui est membre du conseil d'administration de la COP des masques, donc, au titre du collège des citoyens et des citoyennes. Enfin, le 4e intervenant, donc Simon Duteil, qui est co-porte-parole de l'Union syndicale solidaire. Voilà, donc avec ces 4 intervenants, nous pensons qu'il y aura une confrontation très intéressante, à la fois avec des représentants des usagers, représentants des travailleurs, représentants aussi donc des coopérateurs. Donc, je donne la parole donc, à Michel Antony donc, pour 10 minutes. Non, tu m'arrêteras à temps. Bonsoir à tout le monde. Alors, Michel Antony, je suis effectivement l'un des fondateurs avec les amis de Saint-Afrique de l'Aveyron, de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. C'est une fédération qui fonctionne sur la base de comités autonomes
un peu dans une pratique, comme disait un dirigeant d'ARS pour nous critiquer, kropotkinienne, c'est-à-dire sur une base un peu libertaire dans son fonctionnement, quoi, hein. Les collectifs sont autonomes et puis on définit tous les ans à 2 reprises la position globale de la fédération. On est à peu près entre 70 et 120 collectifs nationaux, 2 réunions par an à peu près. On en est à la 35e depuis notre fondation en 2004. Et puis surtout, donc, on a mis en avant la défense de la proximité pour le service public et puis la démocratie. Alors, démocratie la plus directe possible, je vais expliquer ça un petit peu. Pourquoi je commence à présenter la coordination? Parce que je suis aussi donc cofondateur au nom de la coordination à Guéret en 2005 de la convergence nationale des collectifs de défense et développement des services publics, hein. Par contre, cette convergence a un fonctionnement tout aussi démocratique et tout aussi respectueux de ses comités, mais c'est aussi un cartel d'association, avec les désavantages d'un cartel d'association, puisqu'il faut avoir une sorte de consensus entre syndicats, partis et associations pour que ça fonctionne. Alors que la coordination est plus en symbiose avec ce qu'on peut comprendre ou espérer d'un fonctionnement autogestionnaire ou de démocratie communautaire plus efficace. Voilà, c'était pour un petit peu clarifier les choses. Alors, pourquoi on s'est créé? Parce que le service public dans son ensemble est ce qui a été attaqué depuis à peu près 30 ans, à peu près partout. D'abord dans le monde rural, comme l'a rappelé Richard, mais aujourd'hui absolument dans tous les centres urbains ou autres, hein. Moi, je suis de Haute-Saône. Je vous rappelle toujours, quand je fais un topo sur les services publics en milieu rural, je dis faites pas de ruralisme, parce que les plus touchés aujourd'hui, c'est le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, hein, parce qu'il faut comparer avec la population, non pas forcément par rapport au territoire. Alors, on défend le service public pour des raisons qui sont classiques, hein. C'est celle du droit pour toutes et tous d'avoir accès à un service égalitaire et solidaire, quel que soit l'endroit où on se trouve, en banlieue, en grande ville, dans un milieu perdu ou dans une zone montagnarde. On essaye de défendre donc l'unité et la solidarité la plus complète entre tous les parties du territoire. Donc l'aménagement du territoire, c'est un de nos axes fondateurs. Et la manière dont ça doit être fait, et c'est en cela qu'on rejoint des perspectives, on va dire, démocratiques, directes et autogestionnaires. On pense que le service public, il doit d'abord partir des principaux intéressés. Alors, les principaux intéressés, tant pour la coordination que pour la convergence, c'est les usagers. Alors, on a pris le terme d'usager au sens large. Certains auraient préféré le terme citoyen. On n'a pas pris du tout le terme de client, ça c'est évident, hein. C'est-à-dire ceux qui, un jour ou l'autre, ont un besoin dans le domaine sanitaire, d'une maternité, d'un centre chirurgical ou d'une urgence ouverte, dans la convergence d'une gare, d'un LP, d'un centre d'orientation, d'un tribunal, voire d'une prison. Il y a eu des combats pour défendre le service public pénitentiaire, c'est un vaste débat, et on ne va pas le refaire ici ce soir parce qu'il serait peut-être tumultueux, mais ça a été fait. Voilà. Et donc, cette proximité, pour nous, elle est la base de la démocratie directe qu'on rêve, celle qui part des besoins réels, concrets, exprimés par les gens directement concernés. Mais ce ne sont pas que les usagers, c'est aussi ceux qui, dans le cadre du service public de proximité, l'exercent, donc les salariés, et puis c'est toutes les structures qui s'y intéressent, donc les syndicats, les élus locaux éventuellement. On essaye de regrouper sur tous les piliers possibles de la société, usagers, personnel, et puis tout ce qui ressort de la démocratie, on va dire ça comme ça de manière globale. Et donc, de fait, si on est sensible à la gestion, si on apprécie beaucoup ce que font, par exemple, certaines coopératives ou certaines communautés donc quasiment autogérées dans le domaine de la santé ou ailleurs, on met en avant plutôt, nous, la nécessité d'une distribution partout sur le territoire pour éviter justement qu'il y ait une sorte de rupture ou de fracture entre des régions qui seraient plus pugnaces, plus actives que d'autres et qui auraient pu se doter d'un service collectif local de type coopératif ou de maintien d'un service public traditionnel, alors que d'autres qui n'auraient pas cette pugnacité-là, cette tradition militante organisationnelle ne l'auraient pas. Et on pense que là, il y a donc une difficulté, justement, qui se fait
en fonction de l'activité militante, syndicale, associative ou coopérative, avec le droit de toutes et tous, quelle que soit leur participation, leur investissement ou leur situation, avoir le même accès. Voilà. Donc, c'est ce qui peut nous amener à mettre en avant plutôt un service traditionnellement d'État, hein, plutôt qu'un service autogéré tel que moi, personnellement, je le rêverais en tant qu'historien de l'utopie libertaire et puis un petit peu d'autogestion. Mais c'est pour clarifier un peu les choses, quoi, hein. Et donc dire en quoi le débat sur les coopératives, parfois, alors c'est plus net encore à Convergence, je pense, cet aspect-là, c'est moins net dans le cadre de la coordination. On veut d'abord défendre un service public parce qu'il a incarné, ou il incarne encore aux yeux des gens, cette unicité qu'on retrouve partout, cette continuité d'un service, par le biais de personnel formé avec un cadre bien particulier, le respect d'une certaine laïcité dans le domaine de l'exercice du service public local, hein, d'une manière générale. Et donc, c'est ce qui nous amène peut-être à privilégier encore une structure, on va dire, alors c'est un peu dur le terme, hein, étatique, ou en tout cas qui nécessite une coordination forte. Alors, pour expliquer ça, j'ai encore un petit peu de temps ou pas? Tu m'arrêtes, hein, Richard, voilà. Pour expliquer ça, deux remarques. Une première remarque, qui a été le cas dans notre investissement régional, surtout à la coordination, c'est qu'on s'est aperçu en défendant par exemple telle ou telle structure, ben, effectivement que les collectivités locales ou territoriales et puis les associations même, y compris syndicales, ben, privilégiaient ceux qui se mettaient en avant ou qui apportaient un projet. Et ça laissait parfois, ben, ma foi, un arrière-goût amer pour des localités qui étaient délaissées, qui n'avaient pas cette chance-là. Et quand on a essayé de mettre sur pied les coordinations régionales, alors je pense par exemple à la Bourgogne, je pense à la Franche-Comté d'où j'étais, elles sont réunifiées aujourd'hui, je pense à la Bretagne où je suis intervenu, je pense en PACA où je suis intervenu, je pense aussi dans la Normandie où je suis également intervenu. On a eu ce débat-là, hein, où pour des raisons peut-être plus politiciennes ou autres, les responsables avaient plutôt tendance à donner des moyens ou à soutenir des initiatives locales qui étaient mises en avant soit par les médias, soit par la volonté forte de tel ou tel animateur. Et ça, pour nous, c'est une catastrophe parce que c'est une mise en concurrence des services, c'est une mise en concurrence des localités, c'est une mise en concurrence des départements, voire des régions. Et in fine, ça cautionne un démantèlement encore accentué de ces services publics dans le cadre de leur répartition. Voilà. Le deuxième élément que je veux apporter pour ouvrir le débat, c'est large, hein, puis je reviendrai, c'est un peu le côté schizophrène qu'on a, quoi, parce que je vais prendre l'exemple en santé de l'absence de services publics de premier recours qui est aujourd'hui largement exercé par le monde libéral. Et nous, on se bat donc tant à la Convergence qu'avec beaucoup de syndicats, je pense à Sud, à CGT particulièrement, et donc surtout à la coordination, pour un service public de santé de proximité qui reposerait essentiellement sur des regroupements donc, de professionnels qui seraient en gros essentiellement les centres de santé. Alors, si je dois rentrer dans un débat technique, vous savez que les professionnels au niveau médical, aujourd'hui, surtout les jeunes, souhaitent à vivre collectivement leur impact et leur emploi, et donc ont besoin de centres de regroupement donc, sanitaires. La plupart du temps, la plupart des régions, la plupart des partis politiques et la plupart des mouvements qui se sont faits ont soutenu les maisons de santé. Pour nous, c'est une incohérence complète parce que la maison de santé, c'est un groupement libéral qui peut très bien imposer donc l'absence de tiers payants, qui peut très bien imposer des dépassements d'honoraires, qui n'a pas de validité sur la durée parce que les gens qui y sont le sont à titre libéral, donc ils peuvent en partir à tout moment. Et c'est donc un gaspillage des fonds publics. Et face à ça, donc, j'étais un peu spécialiste là-dessus depuis 10-15 ans. Je suis intervenu dans un tas de régions avec des militants de gauche formés. Quand je parlais de centre de santé, ils disaient c'est ce qu'on fait. Et je leur disais à chaque fois, mais non, ce n'est pas ce que vous faites. Vous défendez des maisons libérales et vous ne défendez pas des centres de santé. Or, un centre de santé, c'est une association qui peut être coopérative, une SCIC par exemple. C'est une association qui peut être municipale, c'est une association qui peut être intercommunale, qui peut être départementale comme en Saône-et-Loire aujourd'hui, qui peut être mutualiste. Et donc, son type de régie ou de gestion
et dans le sens comparable avec ce qu'on va dire sur les coopératives, je le pense. Hein. Par contre, ces centres de santé emploient des salariés et donc permettent à des jeunes qui n'ont envie de faire que 35 ans d'exercice salarial en médecine de le faire. Voilà. C'est des organisations qui refusent les dépassements d'honoraires, qui refusent de faire des bénéfices parce que c'est une association à but non lucratif et donc répartissent les investissements dans le cadre associatif. Le tiers payant y est obligatoire et il y a des possibilités d'intervention des usagers que nous sommes tous et toutes. Et donc, c'est un exemple qu'on promeut qui peut être un cas exemplaire, si c'est une SCC qui le fait, d'exercice d'un service public local. Et vous voyez, nous se bat pour un maillage général qui rappelle un peu le système étatique du service public, mais en se battant pour ce type de fédération à base de centres de santé, on rejoint le combat coopératif que RAICOP, par exemple, ou d'autres font. Donc, c'était intéressant de prendre cet exemple et je pense qu'il est parlant pour les gens parce que c'est ce que vivent les gens partout. L'absence de libéraux, il est aussi bien en ville que à la campagne. Et quand on a la chance d'avoir une structure collective, on peut peut-être mieux y attirer des jeunes en rareté aujourd'hui, puisque c'est la grosse pénurie, mais aussi permettre de développer une structure donc plus proche de la démocratie directe et de l'autogestion que moi, en tant que militant, en tout cas, j'appelle largement, quoi. Il y a un exemple typique à Sarlat, où on a fait notre dernière rencontre, qui crée un centre de santé sous forme de SCIC, hein, de coopérative, donc d'intérêt collectif. Voilà. Le centre de Saône-et-Loire que j'ai, puis je terminerai là-dessus, que j'ai cité, est curieusement lancé par la droite, qui ont compris qu'en période de rareté, il fallait faire un effort. Et ils ont créé donc une fédération de centres de santé départementale. Ils ont eu l'intelligence, donc il faut le dire, hein, même si ce n'est pas du tout de mon courant politique, ils ont eu l'intelligence de voir ce qu'était un département, comment répartir les choses dans l'intégrité du département et faire une structure qui permettait de répartir pour tout le monde, quel que soit l'investissement local ou quelle que soit la pugnacité locale, ce droit à l'exercice et à l'accès à une santé publique pour toutes et tous à tout moment dans le territoire. Et moi, je dis bravo, c'est un des exemples donc, qui peut être développé. Voilà, fédéralisme, autogestion, démocratie directe et défense surtout d'un territoire équilibré, c'est ce pour quoi je combats depuis bientôt 50-60 ans, hein, aujourd'hui. Bien, merci Michel. Donc effectivement, donc, il faut se mobiliser donc, pour défendre les services publics, les développer, les démocratiser. Mais force est de constater effectivement que nombre de services sont supprimés ou même des entreprises publiques qui ferment des lignes de transport, comme on a pu le voir donc, pendant de nombreuses années. Moi, je suis dans un département, l'Ardèche, où il n'y a plus de trains de voyageurs depuis 1973, alors que nous voyons les trains passer sur la rive droite du Rhône, qui est un des couloirs européens de transport de marchandises. Donc, c'était un exemple. Et je passe la parole donc à Alexandra de Bézieux, donc, qui représente RAICOP, donc de la direction collégiale. À vous. Merci. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ce soir. Oui, alors effectivement, quelques éléments. Je pense que vous êtes quelques-uns ici à connaître RAICOP, mais peut-être revenir quand même sur l'origine du projet et effectivement en quoi ça fait écho avec le débat de ce soir. C'est à l'origine, on était vraiment quelques citoyens à se dire mais c'est pas possible en fait. On voit ces lignes fermées. Alors on peut être effectivement soit dans le plaidoyer en se disant c'est dommage, mais que fait la SNCF, que fait l'État. Mais je pense que ça, on l'a fait pendant pas mal d'années maintenant. Et donc à un moment, on s'est dit soit on continue à se battre en demandant à l'État et à la SNCF de réouvrir les lignes, mais bon, force est de constater que ça ne marche pas forcément toujours très bien. Donc, ou alors, on agit en tant que citoyen et on s'approprie les choses, on se réapproprie les choses sous une forme coopérative. Donc, pourquoi la forme coopérative? Parce que, d'une part, la forme coopérative, c'est une manière de mettre en commun nos moyens et nos énergies et nos intelligences pour aller développer le projet dans une logique vraiment d'intérêt collectif. Hein, le format de la SIC, je pense que vous êtes nombreux à la connaître, mais c'est effectivement, déjà, c'est une personne égale une voix, donc ce n'est pas le capital qui donne du pouvoir dans la coopérative, et ça, c'était particulièrement important pour nous, parce que créer une entreprise ferroviaire,
au service des territoires, au service des citoyens, des habitants, etc., c'est un objet qui appartient à tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent se saisir de cet objet doivent pouvoir s'en saisir. Et donc, voilà, rentrer dans la coopérative, avoir leur mot à dire, participer, co-construire le projet. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, cette dimension, donc, société coopérative d'intérêt collectif, c'est que les bénéfices qui sont générés sont là pour le projet. C'est-à-dire que dans une SIC, ce qui est produit comme bénéfice doit servir en majorité le projet, puisque, comme vous le savez, en fait, hein, les gains qui sont générés doivent être conservés à minima à 57,5% dans la coopérative. Alors, vous allez me dire, le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Ça peut être redistribué en dividendes, voilà. Oui, si l'Assemblée générale des sociétaires le décide, mais quand bien même l'Assemblée générale des sociétaires le décide, de toute façon, il y a un plafonnement de la rémunération de la part sociale qui est plafonné, donc c'est le taux moyen des obligations plus 2%. Donc, schématiquement, c'est une société où on ne va pas dans cette société, c'est ce qu'on dit tout le temps à nos sociétaires qui rentrent, hein, vous n'allez pas devenir riche en rentrant chez RICOP. Ce n'est pas pour ça que vous rentrez chez RICOP. N'imaginez même pas que vous allez pouvoir, ne serait-ce que même spéculer sur vos parts. Ce n'est pas une start-up. Donc, vos parts, elles ne peuvent pas être demain, vous voulez quitter la coopérative. Vos parts, vous les vendez à la coopérative. Vous ne pouvez pas les vendre à un tiers qui ne serait pas sociétaire. Vous ne pouvez pas spéculer sur vos parts sociales. Donc, c'est un modèle d'entreprise que personnellement, et on est nombreux dans la coopérative, à trouver très vertueux, puisqu'en fait, on est vraiment dans une logique d'entreprise au service d'un intérêt social. Et d'ailleurs, RICOP a été agréé ESUS, hein, entreprise solidaire d'utilité sociale, aussi parce que, en complément de ce statut de SIC, on a mis en place dans les statuts un plafonnement des rémunérations. Donc aujourd'hui, dans RICOP, la plus haute rémunération, et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, hein, au début de RICOP, on avait mis un plafonnement des rémunérations sur une échelle de 1 à 7. Les sociétaires qui se sont réunis au sein du cercle gouvernance, donc puisque les sociétaires de RICOP, s'ils le souhaitent, peuvent vraiment s'investir, pas seulement au moment de l'Assemblée générale, hein, mais aussi dans des cercles de réflexion qui font avancer le projet collectif. Et notamment, il y a un cercle qui est le cercle gouvernance qui propose des modifications sur les statuts. Ce cercle a proposé de modifier les statuts et donc de réduire l'écart de salaire encore dans la coopérative, donc sur une échelle de 1 à 5. C'est-à-dire que le plus haut salaire ne pourra jamais excéder 5 fois le plus bas salaire dans la coopérative. Donc ça, c'est vraiment une logique de se dire que la richesse produite sert l'objet social de l'entreprise, qui est le développement du ferroviaire. Et pour revenir sur ce que vous disiez, Michel, en fait, c'est vrai que cette notion aussi de territoire, et j'entends tout à fait ce que vous avez dit sur il ne faut pas non plus laisser à quelques territoires voilà, qui auraient des porteurs de projets cette dynamique, et après, qu'est-ce que ça crée en fait comme inégalité territoriale, et je l'entends tout à fait, c'est vrai que c'est un sujet. Au niveau de RICOP, ce qu'on a vu, nous, donc sur notre petit périmètre, qui est le périmètre du ferroviaire, mais je pense qu'il englobe quand même une dynamique assez forte, le ferroviaire. Hein. Ce n'est pas simplement faire circuler des trains, ça produit beaucoup de choses dans les territoires, il y a une vraie dynamique. C'est qu'effectivement, ce format de SIC aussi, finalement, permet aux collectivités locales, permet aux acteurs locaux de s'approprier en fait un certain nombre de sujets, de contribuer à construire des dynamiques territoriales. Je donne un exemple très concret. Par exemple, au niveau de la Creuse, vous parliez de Guéret tout à l'heure, je crois, Michel. C'est vrai on sent un fort engouement de la Creuse, de Guéret pour RICOP. On a vraiment une mobilisation très forte, à la fois de Guéret, mais aussi des communes alentours, qui se disent, en fait, finalement, comme vous disiez, pendant des années, on a regardé passer les trains, il n'y en avait aucun qui s'arrêtait en Creuse. Et là, on nous propose de participer à un projet, de construire ensemble un projet. Comme on le dit, hein, on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé en disant on a des millions, on va vous construire la ligne et puis super, applaudissez. C'est pas du tout ça. On a dit est-ce que vous voulez qu'on réouvre cette ligne entre Bordeaux et Lyon? Alors allons-y ensemble. Et vous l'avez peut-être vu récemment là dans la presse, parce qu'actuellement on a dû repousser le lancement de la ligne Bordeaux-Lyon, parce qu'effectivement on n'a pas encore réussi à boucler le financement pour cette ligne, parce que comme vous pouvez imaginer, ça coûte quand même un peu d'argent de lancer une ligne de chemin de fer. Donc effectivement, là, on continue à travailler avec aujourd'hui tout ce qu'on a financé, les emplois, les développements, les études de marché qui nous sont demandées, on les a développées grâce à l'argent des sociétaires aujourd'hui. Et force est de constater, alors je pense qu'on débattra sur ce sujet-là, qu'aujourd'hui, finalement, on ressent quand même le modèle coopératif. Alors, il est attractif, il y a plein de gens qui
trouvent que ce modèle très attractif. On parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de transition écologique et le train est au cœur de tout ça. Mais dans les faits, on se rend compte que finalement, les financeurs sont quand même toujours dans un schéma alors, on sait très bien que les banques ne sont pas les premières à prendre des risques et qu'elles vont regarder toujours les mêmes indicateurs financiers, ça c'est sûr. Mais c'est là aussi où, quelque part, je pense qu'il manque vraiment quelque chose où la puissance publique a aussi encore tout son rôle, je pense, dans l'accompagnement aussi de l'émergence d'acteurs coopératifs qui peuvent aussi entraîner ce type de dynamique si la puissance publique elle-même ne peut pas agir. Voilà, enfin, parce qu'effectivement, force est de constater qu'à certains endroits, la puissance publique n'agit pas ou n'agit plus. Et c'est peut-être une manière quand même de la faire agir à travers, par exemple, des mécanismes de garantie ou des choses comme ça. Enfin, nous, aujourd'hui, c'est les discussions qu'on a clairement avec les régions et l'État sur ces sujets-là. Donc, voilà un petit peu présenter RICOP, l'origine du projet. Vraiment, cette volonté de venir compléter l'existant, de ne pas vouloir se dire d'être dans une logique de concurrence bête et méchante. Ce n'est pas du tout le sujet, en fait. C'est plutôt de se dire, là, il y a des trous dans la raquette, il y a des besoins des citoyens, il y a des besoins pour enfin, voilà, il y a des gens qui, vous le savez très bien, enfin, voilà, il y a dans les territoires des gens qui ne peuvent pas avoir une voiture et qui ont besoin du train, en fait. Voilà, ils ont besoin du train. Et donc, comment on fait? Soit on pleure, soit on essaie ensemble de mettre nos énergies et puis de redévelopper ces lignes-là. Alors, voilà, c'est un chantier, c'est pas toujours facile. On essuie aussi un certain nombre de critiques parce que le modèle coopératif, il est effectivement encore trop peu connu, je pense. Et effectivement, parfois, ça tombe dans le... on peut nous taxer d'affreux libéraux, de méchants libéraux, etc. Mais je pense que c'est vraiment pas du tout, en tout cas, la dynamique qui a présidé en tout cas à la création de RICOP, c'était vraiment de se dire, oui, il n'y a plus de service public et on le regrette, fondamentalement on le regrette, mais maintenant voilà, qu'est-ce qu'on fait nous citoyens pour se réapproprier les choses et pour agir en tant que citoyens. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue, je m'en excuse, je ne sais pas. Non, vous avez parlé moins de 10 minutes, donc Ah bon okay. Si vous avez quelque chose à ajouter. Non, mais alors peut-être pour expliquer sur ce modèle d'autogestion aussi et comment fonctionne la coopérative, parce que je pense que c'est important de le dire. Donc aujourd'hui, dans la coopérative, on a 5 collèges de sociétaires. Donc on a les salariés, bien sûr. D'ailleurs, on pourra y revenir parce que ça, c'est un vrai sujet aussi, je pense, de développer la culture de l'autogestion assez largement, je pense, au niveau politique. Je pense que, alors petite parenthèse, je fais une petite parenthèse dans ma parenthèse, mais on voit qu'aujourd'hui, on a 33 salariés. Donc, on a une majorité des salariés qui sont sociétaires de RICOP. Tous ne le sont pas. Bon, chacun a sa liberté d'être sociétaire ou pas être sociétaire. Mais on voit là, aujourd'hui, on renouvelle le conseil d'administration de RICOP. Un seul salarié s'est présent. La direction a démissionné volontairement du conseil d'administration parce que le premier conseil d'administration, c'était les quelques fondateurs et tout ça. On s'est dit, la direction a démissionné du conseil d'administration en disant on laisse la place vraiment aux salariés qui ne sont pas dans la direction d'être au conseil d'administration. Donc, 3 places étaient vacantes. Un seul salarié s'est présenté. Donc, voilà, et donc là, ça a été, et ce n'est pas force d'avoir dit, mais allez-y, c'est votre outil de travail, c'est votre entreprise, mobilisez-vous, etc. Et c'est vrai qu'il y a, je pense, aussi toute une culture, quand bien même on a ce cadre qui permet aux salariés de s'engager, je pense qu'il y a toute une culture aussi d'entreprise d'appropriation, d'autogestion, qui doit être diffusée globalement dans les entreprises. Enfin bon, voilà, ça c'est ma conviction. Donc on a un collège de salariés, un collège de collectivités locales, 2 collèges de personnes morales, donc ça peut être des associations, des entreprises, voilà. Alors on a appelé ça bénéficiaires personnes morales et puis partenaires techniques et financiers. Et puis on a le collège des bénéficiaires personnes physiques, donc là ce sont les citoyens. Donc aujourd'hui on a 12 000 sociétaires dans la coopérative. Quand on a été créé RICOP, on était 32 à l'origine. On est plus de 12 000 aujourd'hui. Beaucoup de personnes physiques partout dans 45 pays dans le monde aussi. Donc, c'est intéressant aussi de montrer que ce modèle de société coopérative d'intérêt collectif, alors déjà, il y a un fort attachement assez partagé dans plein de pays au niveau du rail. Je pense que aussi ça attire beaucoup le ferroviaire et le développement du rail et du ferroviaire. Mais aussi le modèle coopératif, ce modèle interroge beaucoup, intrigue beaucoup, intéresse beaucoup. Donc, voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il y a vraiment ces dynamiques très diverses, avec des gens qui viennent avec des intérêts différents, mais finalement qui convergent vers un même intérêt commun,
qui est effectivement ce développement du service. Et donc, en fait, comme je disais, sur la gouvernance de l'entreprise, donc, on est une société anonyme à conseil d'administration, à direction générale. Donc, ça, c'est sur le fonctionnement, comme on va dire une entreprise classique, mais avec ses spécificités coopératives, comme je le disais, c'est que ce n'est pas le capital qui donne le pouvoir, que les sociétaires, s'ils le souhaitent, peuvent s'engager dans des cercles de réflexion. Donc, c'est eux-mêmes qui proposent des cercles. Il faut être 5 sociétaires pour proposer un cercle de réflexion qui est validé par le conseil d'administration donc, qui représente l'ensemble des collèges. Et donc, aujourd'hui, on a 25 cercles de sociétaires. Il y en a sur des sujets thématiques, par exemple, train et handicap. Donc, comment intégrer les personnes en situation de handicap dans les trains, dans les gares, etc. Train et vélo, etc. Donc, il y a des sujets thématiques, vraiment. Et puis, il y a des sujets territoriaux aussi. Donc, il y a des cercles territoriaux où les sociétaires, en fait, viennent avec des propositions, des idées et nourrissent, en fait, le projet collectif. Donc, ils réfléchissent dans les cercles. Et vous avez peut-être vu, en fait, toutes les lignes que nous avons notifiées. Donc, on travaille sur la ligne Bordeaux-Lyon. On avance là-dessus. Vous avez vu qu'on avait sans doute proposé une carte avec beaucoup plus de lignes qui ont été proposées par les sociétaires. Donc voilà, donc on a comme objectif, comme horizon de développer ce réseau, ce maillage ferroviaire, sous réserve effectivement qu'il n'y ait pas d'autres acteurs publics qui s'y positionnent. Mais là, dans le choix aussi de ces lignes, ça a été très clair, c'était la complémentarité avec le service public, je tiens à le dire. C'était vraiment les sociétaires de RICOP ont réfléchi aussi par rapport à cette notion de complémentarité avec le service public. Donc ça, c'est l'horizon de développement que nous avons. Et tout ça a été produit par les sociétaires et le conseil d'administration donc de RICOP, sur la base des travaux des sociétaires, a demandé à l'équipe opérationnelle de mettre en œuvre en fait ces propositions des sociétaires. Donc voilà. Et dans la gouvernance, on a une autre instance au-delà des cercles du conseil d'administration. On a ce qu'on appelle la commission d'éthique et de médiation, donc avec des sociétaires à la fois élus et tirés au sort, qui sont là pour veiller au respect d'un certain nombre de critères éthiques au sein de la coopérative. Peut-être, je sais pas, par exemple, demain, si on vient à transporter, par exemple, des matières dangereuses dans le fret, la commission d'éthique et de médiation va peut-être dire, attention, RICOP, non, c'est contre les valeurs, vous n'avez pas l'équipe opérationnelle à commercialiser ou à proposer la commercialisation du transport de matières dangereuses, par exemple, ou autre chose. Enfin, en tout cas, il y a cette commission d'éthique et de médiation qui veille aussi au respect d'un certain nombre de valeurs, les valeurs coopératives, bien sûr, et un certain nombre de valeurs propres à RICOP, et puis qui est là aussi pour faire la médiation au sein de la coopérative entre sociétaires. Voilà ce que je pouvais dire un peu de la gouvernance de RICOP, mais je répondrai volontiers à toutes vos questions. Merci. D'accord, merci Alexandra. Donc effectivement, je confirme quand Dominique Guéret de RICOP a présenté l'expérience dans le cadre d'un atelier où il y avait des latino-américains, des sud-africains et autres, ça a suscité un intérêt très particulier, tout particulier. Effectivement, ils ont demandé à rester informés, enfin voilà. Maintenant, nous allons aborder un autre sujet, puisque toujours la parole à un représentant des usagers, mais effectivement une coopérative qui est née pendant la période de la crise pandémique de Covid. Et David Coco, qui est membre du conseil d'administration de la Coop des masques, qui a été créé pour combler effectivement un manque. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, nous étions en pénurie totale de masques en France et il y a eu la création de cette coopérative qui est également une coopérative d'intérêt collectif. À vous la parole. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Alors oui, c'était des circonstances un peu particulières, comme tu le rappelais, Richard, qui ont conduit en fait à la création de cette SIC, alors qui a vocation à fabriquer des masques de protection. 2 modèles, le modèle grand public et puis un modèle un peu plus spécifique, et notamment j'y viendrai parce que c'était important au cœur du projet, les FFP2, notamment pour le milieu médical. Donc les circonstances à l'époque, elles étaient doubles. Elles étaient l'incurie en fait de l'État qui en fait avait lâché en fait la politique sécuritaire, notamment de stockage de masques pour protéger la population. Donc, la pandémie est arrivée et on s'est rendu compte qu'effectivement, il en manquait. Et le deuxième élément, en fait, et ce qui a beaucoup joué en fait, au niveau de la localisation du projet, c'est qu'on avait fait le constat que quelques années avant,
une société en fait, de production de masse qui était existante dans les Côtes-d'Armor, sur la commune de Plaintel. Et elle avait fermé, en fait, dans le cadre du pur modèle en fait, économique, capitaliste et avec la mondialisation derrière, puisqu'ils avaient fait le choix de fermer en fait, l'entreprise qui comptait jusqu'à 80 salariés au plus haut de sa production, pour des raisons en fait, de profit, en délocalisant donc, notamment en Afrique du Nord les chaînes de production, et même en détruisant des chaînes de production récentes, puisqu'il considérait que la main-d'œuvre en Afrique du Nord, finalement, lui coûtait moins cher que même de transporter les nouveaux outils de production qu'ils avaient achetés pourtant très cher. Donc, on était en fait dans ce contexte-là. Et c'est aussi une rencontre en fait, qui a fait que est parti sur un modèle qui est en définitive la SIC. C'est la rencontre avec Guy Asquette, qui a été l'un de ceux qui ont contribué en fait à la création, on va dire, du modèle, notamment au niveau législatif, de la SIC. Avec ce package-là, en fait, il a fallu assez rapidement, puisqu'il y avait une urgence, en fait, non pas reprendre une activité, on n'est pas dans le modèle de reprise d'activité, mais à recréer une activité de toutes pièces, donc à monter, en fait, une entreprise, entre guillemets, mais sur un modèle qui voulait absolument ne pas rejouer en fait, le modèle de la concurrence et du modèle économique classique. D'ailleurs, c'est assez marrant puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à quelques kilomètres de distance, s'est créée une entreprise en fait, de fabrication de masques sur la commune de Ploufragan. Nous, on est situé à Grasse, à côté de Guingamp, et la commune de Ploufragan à côté de Saint-Brieuc. Donc là, il y a une entreprise qui s'est elle aussi reconstituée ou constituée, avec à sa tête donc un milliardaire qui y a mis quelques moyens, et avec notamment la contribution d'un ancien cadre de la société de Plaintel qui avait fermé quelques années plus tôt. Et là, sur le pur modèle, effectivement, de la fabrication de masques, de la recherche de clientèle, de la marchandisation. Voilà. Nous, notre objectif au départ, et c'est pour ça que la SIC nous avait bien plu, on ne la connaissait pas, hein, je parle de nous, notamment Serge et moi, et puis aussi les camarades des collectifs citoyens, puisqu'il y a eu aussi une émulation citoyenne de ce projet pour le mettre en œuvre. C'était l'idée en fait d'éviter justement la recherche de clients et l'obligation d'être en concurrence avec des modèles économiques autres, et de faire que les coopérateurs dans leur ensemble soient finalement entre guillemets les clients. C'est-à-dire qu'on partait des besoins des coopérateurs. Notamment, il était très important d'avoir des coopérateurs à la fois justement des établissements de santé. Donc, on compte parmi nous des coordinations hospitalières, on a également des mutuelles, également des entreprises qui sont très liées en fait, au monde de la santé, puisqu'ils fabriquent et fournissent des établissements de santé. On a aussi des groupes d'entreprises qui ont besoin en fait, de protéger leurs salariés. Et l'idée, c'était justement de partir de leurs besoins et qu'ils soient eux-mêmes, en fait, les demandeurs et les consommateurs, entre guillemets, de l'entreprise. Ce qui évitait à la SIC, en fait, d'aller vers un modèle classique de recherche en fait, de clientèle à l'extérieur, non lié à la coopérative. Alors aujourd'hui, vu les difficultés qu'on a pu connaître, effectivement, on a été obligé de dévoyer un petit peu ce modèle initial, et on est aussi sur un modèle double avec des coopérateurs qui restent, comme c'était prévu à l'initial, les demandeurs et ceux qui décident puisqu'ils sont présents au CA, et également donc, un deuxième volet maintenant qui sont des clients, hein, au sens classique du terme, qui n'appartiennent pas à la coopérative, qui ne sont pas du tout associés en fait, et qui ne souhaitent d'ailleurs pas s'associer en fait au projet en tant que coopérateur. Voilà. Donc on a été obligé d'évoluer un petit peu sur ce sujet-là. Du coup, à l'époque, la SIC nous présentait aussi la possibilité assez rapidement, parce qu'il y a eu, au-delà des citoyens, il y a eu assez rapidement des contacts qui ont été pris avec les élus locaux, qui étaient aussi très intéressés par un projet de localisation, relocalisation de production. Et le modèle coopératif leur parlait beaucoup, puisque ça leur permettait également, en tant que comme collectivité locale et territoriale, de rentrer également dans le cadre du conseil d'administration et de pouvoir eux aussi contribuer donc, au choix et à la stratégie et au pilotage de la coopérative.
Du coup, ça permettait, d'où l'appellation d'intérêt collectif, hein, qui correspond en fait à ce qu'on est, ce que nous sommes. C'est un conseil d'administration qui associe à la fois donc, les salariés, à la fois les citoyens, puisqu'il y a un nombre de parts en fait, qui, dès le départ, étaient réservées en fait, aux citoyens et aux citoyennes. Également des entreprises qui sont intéressées par la production pour effectivement soit l'autoconsommer, soit la consommer en la revendant, puisqu'ils fournissent notamment des structures hospitalières, et également les collectivités locales, donc à titre principal la région et le département des Côtes-d'Armor. Voilà. Donc, ce qui permet en fait d'avoir une discussion très intéressante, puisqu'avec des points de vue en fait relativement différents, mais au moins une entente sur l'objectif consacré de la SIC et de la production qui aujourd'hui en fait fonctionne plutôt bien sur la question de la fabrication des masques, et avec une difficulté particulière, puisque je reviendrai, puisque Alexandra parlait de la question du capital, le capital qui pèse quand même, hein, même si on est une entreprise qui souhaite fonctionner sur un autre modèle. Aujourd'hui, les difficultés que l'on peut connaître, effectivement, sont quand même liées effectivement au capital, que l'on n'a pas forcément, pour effectivement passer à l'étape numéro 2, qui était la fabrication du Wellbond, c'est-à-dire le produit qui revêt en fait les masques et permet la filtration. Donc, ça nous aurait permis cette fabrication, et ça nous permettrait effectivement d'être totalement autonome sur la fabrication des masques et de ne pas avoir à nous fournir notamment sur la matière Wellbond. Par rapport au débat qui est service public coopératif, bon, nous, c'est un impensé, hein, on va dire, de ce qui a été fait. Hein. Comme je vous disais, c'est une opération qui s'est faite relativement rapidement. Il y a eu une étude de faisabilité qui a été montée en quelques semaines, de façon à très vite convaincre notamment les collectivités, mais qui nous appuyaient, mais surtout des entreprises par ailleurs, de rentrer rapidement dans la coopérative. Et nous sommes relativement récents, puisque nous sommes constitués depuis moins d'un an de manière officielle, puisque l'Assemblée générale, la deuxième, n'aura lieu qu'au mois de mai prochain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on découvre en fait les qualités et les défauts d'une SIC, notamment moi, dans le cadre de ma contribution notamment au conseil d'administration en tant que représentant des citoyens et des citoyennes. Bon, c'est la place finalement relative d'ailleurs des citoyens et des citoyennes. Hein. Nous ne représentons, malgré notre nombre, qu'une voix parmi les 12 du conseil d'administration. Les salariés également, hein, sont relativement représentés, puisqu'ils représentent 2 voix par rapport aux 12 voix du conseil d'administration. Et la prédominance se fait dans le schéma qui a été retenu, hein, pour ce qui concerne la SIC de la COP des masques. La prédominance correspond quand même effectivement à ceux qui sont, on va dire, les clients internes à la coopérative. Voilà. Donc c'est une réalité quand même qu'il faut souligner et reconnaître. On est aussi dépendant en fait, du capital extérieur, hein, puisqu'on est obligé de faire appel du fait du montage financier et puis de l'importance des investissements qui ont été actés au monde réel de l'économie, hein, notamment des banques. Et on voit bien que ne sort pas quand même, malgré le schéma, on ne sort pas effectivement de cette préoccupation qui est de rassurer et de réassurer les banques, ce qu'on appelle les partenaires financiers pour être poli. Voilà. Donc nous, on n'est pas, fait moi à titre personnel en tout cas, puis beaucoup de citoyens qui ont pu s'exprimer lors de la première AG, on ne récuse pas du tout le modèle service public, au contraire, hein, on est par ailleurs très attaché au service public. On aurait pu imaginer autre chose, hein, c'est réclamer effectivement que l'État prenne ses responsabilités au titre de la production même des masques, comme on le demande pour d'autres productions essentielles, comme les médicaments par exemple, puisque c'était le débat aussi pendant la pandémie avec les vaccins. Donc, il ne s'agit pas d'opposer en fait service public et la SIC, d'autant qu'effectivement, on peut se dire que ce modèle-là n'est pas forcément le plus fructueux, puisqu'on verra à terme où il peut nous conduire. Par contre, où on était très intéressé, comme je vous le disais, c'était l'idée effectivement que ça permettait de contourner, en tout cas le modèle économique classique,
qui aurait été effectivement, comme ça a été le cas notamment pour le concurrent direct qui réside sur Ploufragan, de subventionner en fait une entreprise purement privée, puisqu'ils ont obtenu également des subventions des collectivités locales, des facilités aussi pour s'installer sur le site où ils sont installés, un accompagnement également de la part de Pôle emploi pour effectivement le recrutement, donc, avec aussi des possibilités concernant les aides pour les salariés. Donc, de l'argent, comme disait Michel au départ, de l'argent qui finalement, public, issu des impôts et des contributions des citoyens et des citoyennes, pour aujourd'hui, en fait, une entreprise purement, effectivement, privée et qui n'a qu'un souci, c'est effectivement réaliser des profits. Nous, comme le disait Alexandra, on est dans un modèle autre, c'est-à-dire que de profit, il n'y a pas, si ce n'est que des bénéfices en destination, vocation à être réinvestis effectivement dans l'entreprise elle-même pour la développer. Également, donc avec des projets qui pour l'instant n'ont pas pu être mis en œuvre, mais des projets en fait de diversification sur notamment des méthodes des méthodes de production qu'on voulait remettre en cause, puisque le modèle en fait de fabrication des masques aujourd'hui est très normé et très industriel. Donc on voulait aussi faire on souhaite faire du développement en recherche, notamment sur la question écologique, et trouver effectivement les moyens. Donc on s'est mis en relation notamment avec des universitaires et des labos de recherche pour améliorer à la fois le produit et trouver une diversification de produits qui répondent en fait à une attente forte, notamment de la part du milieu hospitalier, qui est de ne plus avoir effectivement à acheter des produits qui soit viennent de Chine, mais également qui ont un degré en fait de produits en fait toxiques et issus de dérivés du pétrole qui sont extrêmement importants. Aujourd'hui, on n'est pas sur de la fibre naturelle pour la plupart des protections, notamment dans le milieu hospitalier. Donc ça, c'était l'objectif. Et pour l'instant, ça reste encore un objectif à ce titre. Donc voilà pour présenter un petit peu la situation, enfin les motivations un petit peu de la SIC, les éléments un peu critiques qu'on peut avoir effectivement aujourd'hui, mais bon, le fait que la SIC soit très récente, en fait, on n'a pas pu encore effectivement revenir sur le modèle et son évolution, notamment ses statuts. Donc ce sera l'objet de l'Assemblée générale à venir. Et sur la question du jour, effectivement, ce n'est pas une opposition au service public, c'était plus une opportunité effectivement qui nous était offerte localement, puisque ça s'est fait très très rapidement, avec l'idée quand même qu'on a pu mettre un petit coin dans le capitalisme et dans le modèle économique classique. Voilà. Très bien, merci David. Donc après les interventions de militants pour la défense des services publics, les coopérateurs, usagers, donc la parole à Simon Dutheil, qui est co-porte-parole de l'Union syndicale solidaire, et donc qui va nous donner le point de vue des travailleurs, mais aussi de son organisation syndicale en tant qu'outil de transformation sociale et écologique de la société. Bonsoir à toutes et à tous, et puis merci pour l'invitation. C'est très, très intéressant et très riche là, sur les éléments qui sont avancés. Bon, Richard vient de le dire, mais pour parler en tant que syndicat et en tant qu'organisation de travailleuses et de travailleurs sur la façon dont on voit les coopératives et le lien avec les services publics. Bon, en réalité, on n'y a pas beaucoup réfléchi. Voilà. Clairement, en termes de position de structure, en tant que position du syndicat, on n'a pas grand-chose. On a un congrès il y a quelques années qui a dit que la question des coopératives était intéressante. Voilà, à peu près. Donc, c'est là où on était. Évidemment, sur le fond, sur la question des services publics, on a beaucoup plus travaillé depuis beaucoup plus longtemps. Et notamment parce qu'on doit mener des luttes défensives ces dernières décennies. Voilà. Donc, ça a été forcément très structurant dans l'histoire de l'Union syndicale solidaire qui a 24 ans. Donc, forcément, la question de la défense des services publics, elle se pose presque au moment de la naissance de l'Union, depuis la naissance de l'Union. Alors,
Après, pour autant, on échange un petit peu. Et puis, notamment sur le projet, enfin, qui n'est pas le projet, la réalisation de la COP des masques, l'Union syndicale solidaire, avec d'autres, mais a participé à essayer de monter du soutien à la création, du soutien politique, du soutien financier, diffuser l'information le plus largement possible, réussir à entraîner du monde derrière. Donc, on peut dire qu'on s'est engagé directement sur une COP. Et je sais que des camarades de Sudrail ont eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec RaiCop. Voilà. Avec un double discours, Simon, mais on pourra en parler. Enfin, voilà, mais on en parlera. D'accord, on verra plus tard. J'ai juste dit échanger. Hein. J'ai pas été sur le fond. Non, mais je veux dire, on a eu des attaques. Mais je te propose qu'on parle après, qu'on ne se coupe pas sur les interventions, parce que sinon, ça va être plus compliqué. Ce qui est sûr, c'est que la question des coopératives, en fait, elle pose à la fois pour nous l'idée de pouvoir avoir plus de démocratie au travail, dans une forme de logique de ce qui est porté. Enfin, et ce n'est pas toutes les coopératives. Voilà. Il faut aussi, le mot coopérative peut regrouper beaucoup de choses très différentes. Donc, il faut s'intéresser au concret de ces coopératives, en fait, à leur forme. Et David vient de le souligner sur peut-être aussi une partie des limites qui peuvent exister ou des choses qu'on ne voit pas toujours. On apprend aussi en marchant. Hein, donc ce qui se passe à la COP des masques, ça nous servira aussi pour la suite. Mais il y a cette question de la démocratie, mais il y a aussi derrière, et ça, on commence à y réfléchir, l'orientation stratégique profonde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce n'est pas la même chose que de se battre. Et là, je vais parler en tant qu'union syndicale interprofessionnelle, mais ça pourrait relever aussi de nos secteurs, des syndicats sectoriels. Se battre pour développer les services publics, se battre pour recréer du service public, ou quelque part, ce qui pourrait être le cas, soutenir des projets, mais qui ne sont plus dans le service public. Et du coup, qui peuvent poser la question de la cohérence. Et on parlait d'égalité d'accès au territoire tout à l'heure, c'était dans l'intervention de Michel, hein, le pouvoir accéder aux mêmes droits partout, où qu'on soit sur le territoire, mais ça pose aussi la question de la cohérence des outils d'intervention. Voilà. Dans la logique de la COP des masques, on est sur un espace un espace économique pas rempli par un service public, quoi. Il n'y a pas, à ma connaissance, de service public de la production de masques qui existait en France ces derniers temps. Dans le cadre de RaiCop, et c'est peut-être pour ça, Alexandra, que ça t'a fait réagir quand j'ai dit qu'il y a des camarades de Sudrail qui avaient échangé, ça questionne forcément un peu plus parce que il y a un service public qui est en train d'être démantelé et éclaté du rail, mais dans lequel des travailleuses et des travailleurs du rail se battent pour réussir à recréer un service public, peut-être même plus large, service public qui peut être réfléchi sur les transports. Et du coup, il y a un tiraillement qui va forcément pouvoir exister entre, d'un côté, ce combat-là, qui est central, stratégique, et de l'autre côté, des initiatives qui répondent à des besoins de personnes. Et on peut se dire, pas de personnes, d'habitantes et d'habitants, plus largement même que de citoyens et citoyennes. Et ce hiatus-là, cette confrontation-là, elle est forcément complexe pour une structure syndicale aujourd'hui. Voilà. Et d'autant plus qu'on n'a pas eu de débat de fond, on n'a pas de position là-dessus, parce que c'est des choses un peu nouvelles, mais qui posent derrière cette question de où on en est du combat pour les services publics, voilà, où on en est aujourd'hui dans le combat pour les services publics. Est-ce qu'il faut être dans la construction d'alternatives pures là-dessus? Est-ce qu'on peut être sur des modes hybrides ou est-ce qu'au contraire, se lancer dans des modes hybrides, c'est en fait se tirer une balle dans le pied par rapport à ce qu'on pourrait essayer de construire? Et ça, c'est une discussion stratégique profonde à avoir, qu'on n'a pas encore, mais que je pense qu'on aura certainement vers notre prochain congrès qui est dans 2 ans. Ça nous laisse le temps d'avoir en tout cas beaucoup plus d'éléments pour construire cette discussion. Enfin, on l'aura de toute façon dans les temps qui viennent, puisque c'est un élément assez important. Et enfin, dernier élément sur lequel je voulais intervenir, et ça a été très fortement souligné par David, c'est la question centrale du capital. Parce que derrière les projets coopératifs, la question du capital, elle est essentielle. Alors, on peut se dire, projet coopératif, c'est à petite échelle, c'est des petites structures, on va retrouver facilement du capital. Sauf que, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Ça peut être plein de choses, une coopérative. Et d'ailleurs, vous le prouvez avec RaiCop, en termes
de logique de structure et de nombre déjà de coopérantes et coopérants, 12 000, je trouve que c'est impressionnant. Voilà, effectivement, ça peut concerner beaucoup de monde en dessus, mais je pense que c'est beaucoup moins ce qu'on a réussi à construire autour de la COP des masques. Là, après, il y avait aussi une logique plus régionale, moins d'ampleur en termes de services ressentis peut-être, rien que sur un territoire. Je ne sais pas, c'est à réfléchir. Mais cette frontière du capital, pour ne pas aller tout de suite sur la question du capitalisme, mais en tout cas du capital en tant que tel, elle est énorme. Et aujourd'hui, elle pose des questions sur pas mal de luttes. Si je prends la lutte pour Chapelle Darblay, je pense que vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement à Chapelle Darblay. Donc, on est dans la banlieue de Rouen, une grosse usine de recyclage de papier avec beaucoup d'investissements. C'est cette dernière décennie qui la rendait plutôt efficace au niveau énergétique, on va dire. On ne va pas aller jusqu'à écologique, mais enfin, en tout cas, voilà, qui recyclait un tiers du papier en France, plus d'un tiers du papier en France, fermé hyper rapidement, gros combat avec les salariés, qui maîtrisent sur les machines, qui se battent. On avance plutôt positivement sur ce combat-là, aujourd'hui, mais moi, j'ai eu l'occasion d'y aller, de discuter un peu avec les salariés, le modèle coopératif, il est inaccessible. Quand on parle en dizaines de millions d'euros nécessaires, voilà, pour pouvoir porter des projets comme ça. Et cette limite-là, elle pose aussi, la question de l'échelle, la question du capital, c'est aussi une des limites dans notre capacité d'intervention. Parce qu'on a besoin d'outils aussi comme ceux-là. Voilà. Je pense qu'on peut penser, le mouvement ouvrier peut penser que c'est assez intéressant, et le mouvement écologiste, qui se rapproche aussi du mouvement ouvrier et vice-versa en ce moment, peut penser que c'est intéressant qu'on ait des outils pour recycler plutôt que d'envoyer des containers à l'autre bout du monde pour faire la même chose. Voilà. Donc, cette question-là, elle reste importante, quoi, et il ne faut pas la nier dans le rapport à ce qu'est la construction des coopératives ou des coopératives juste aujourd'hui. Voilà pour moi. Merci. Je suis désolé, mais j'ai eu des problèmes de connexion et du coup, j'ai perdu un peu le fil. Mais je passe la parole, donc, avant d'engager le débat, donc, à Philippe Chaland, donc, de l'AFSU, qui a souhaité intervenir, et donc nous lui donnons donc la parole bien volontiers. Et après, donc, nous passerons au débat. Donc, je rappelle que pour celles et ceux qui souhaiteraient intervenir, allez sur l'onglet réaction et levez la main. Voilà, merci. Oui, merci. Contrairement à ce que j'ai dit au début, les interventions me donnent la possibilité d'en faire une courte en ce qui me concerne. Comme vous le savez, la FSU est une fédération syndicale précisément centrée sur un certain nombre de services publics, prioritairement le service public de l'éducation, mais également les services publics locaux, puisqu'elle compte dans ces syndicats un syndicat des agents des collectivités territoriales, ce qui est mon cas d'ailleurs, puisque je suis membre du SNETER. Je travaille dans un établissement public de coopération intercommunale, Marseille-France Métropole, pour ne pas le nommer. Donc, bien entendu, historiquement et centralement, la FSU est bien sur la question de la défense du service public, évidemment, et un peu comme disait le camarade de Solidaire, c'est notre point principal. Néanmoins, à la fois, on s'intéresse aux questions d'ordre économique, culturel et autres, et aussi à la question des formes juridiques. On sent bien qu'il y a une tension entre la question des services publics et des formes juridiques, et que donc on doit y réfléchir. C'est ce que l'on a décidé dans notre congrès de Metz de fin janvier 2022. On pense en effet qu'il peut y avoir des alternatives au pouvoir des actionnaires, et en particulier dans les coopératives ou les SIC, puisque c'est cette forme juridique que vous avez décrite aussi bien pour RICOP que pour la coopérative des masques. On s'interroge aussi sur une autre forme émergente en tout cas dans les débats, qu'on n'a pas encore évoquée, qui est la question des communs, qui d'ailleurs elle-même peut revêtir d'autres formes juridiques comme la SIC, j'en suis bien conscient, mais qui peut-être vont pousser un peu plus
encore la question du local et la question des personnes concernées. Ce qui d'ailleurs, du coup, pose effectivement le problème initialement posé par notre animateur au début, oui, je crois, non, par le premier intervenant, pardon, qui note bien le besoin d'égalité de services publics dans les différents territoires. Donc, on est intéressé par ces réflexions, évidemment. C'est à ce titre qu'on vient dans ce débat. Voilà. D'accord, très bien. Je passe la parole donc à Christian Mailleux. Oui, bonjour. Du coup, je vais rebondir sur ce que je connais le mieux. Donc, du coup, non pas sur RICOP, parce que je connais mieux RICOP que le reste, mais sur le ferroviaire. Non, il y a deux choses. Ça a été dit notamment par David sur la question de la COP des masques, mais un peu aussi par Alexandra, je crois, sur ICOP, c'est que coopérative ou pas, là, dans les deux projets qu'on a, reste Simon l'a pointé aussi d'ailleurs, mais reste le problème du poids du capital, quoi. Mais ça, en fait, c'est la question du système capitalisme dans lequel on est, quoi. Donc, on peut tourner en rond sur cette question-là. Effectivement, il faut s'attaquer au système capitaliste si on veut sortir du poids du capital dans la vie quotidienne, et donc y compris dans ce dont on parle là, des entreprises, des coopératives, des services publics, etc. etc. Par contre, il y a quand même une chose, c'est dans le choix qui est fait au sein de chaque coopérative, le poids de ce que David appelait les futurs clients de la COP des masques, et puis le poids aussi d'ailleurs qui peuvent être la même chose d'ailleurs, en l'occurrence des partenaires financiers. Ça, c'est des choix d'organisation, quoi. Alors effectivement, qui sont des choix, je comprends bien, guidés par une certaine réalité si on veut avoir les ronds, quoi, hein, pour le dire comme ça, mais ça pèse évidemment dans la conception du projet, quoi. Mais bon. Et deuxième truc qui a quand même pas beaucoup été dit dans les deux cas, et là, c'est quand même en tant que syndicaliste, c'est la question des conditions de travail au sens très très large, hein, conditions de travail, salaire, etc., etc., des salariés des dites coopératives, parce que moi, il me semble que c'est un des points où justement il devrait y avoir, je ne sais pas si le terme d'exemplarité est le bon, parce que je trouve que c'est un côté, c'est un côté moral, c'est pas ça le problème en fait, mais je pense que là, ça doit être, et pas simplement, oui, évidemment, on respecte le droit, ça suffit pas. Je veux dire, je pense qu'on est dans le cas où il faudrait quasiment que ça corresponde aux revendications syndicales. Et le dernier point, c'est sur le truc plus général. Moi, je pense que le débat, en fait, à mon avis, le point de discussion, il n'y a pas de point de discussion sur coopérative ou service public. La question, c'est qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on appelle le ou les services publics. Et à mon sens, la forme coopérative, ça peut être un des morceaux de ce qu'on appelle le ou les services publics. Et en tout cas, moi, et là, ça renvoie directement à RICOP. Hein, moi, je ne considère pas que le fait qu'une entreprise de service public historique, avec toutes les qualités que ça peut avoir, même si par ailleurs, il n'y a plus de statut depuis 2 ans maintenant, de statut du personnel au sein de la SNCF, mais avec toutes les qualités que ça peut avoir, une entreprise de service public, le fait que la gouvernance, pour reprendre les termes qui ont été utilisés, même si ce n'est pas trop mon vocabulaire, la gouvernance soit en fait exercée par l'État, c'est-à-dire en fait par les gouvernements, moi, ça ne me rassure pas du tout sur le fait que ça soit une garantie d'exercer le service public, en fait, en vrai. Et que donc, du coup, cette question-là, quand on met en parallèle les coopératives, je pense qu'il y a une vraie interrogation. Ça ne résout pas toute la question de
enfin je dis n'importe quoi, mais 3000 coopératives au lieu d'une entreprise de service public ferroviaire, c'est compliqué parce que quelle difficulté pour harmoniser sur le territoire, etc. Il y a plein de questions qui viennent derrière, mais en tout cas, cette question-là, je pense qu'elle est essentielle. C'est le service public, on ne peut pas se dire, encore moins dans une perspective autogestionnaire, que la seule garantie du service public, c'est l'État et les gouvernements, quoi. Et de ce point de vue-là, évidemment, moi, je pense que les expériences sous forme de coopérative peuvent être intéressantes, sous condition, effectivement, enfin, notamment sur les 2-3 points que je disais tout à l'heure. Très bien, merci Christian. Donc, je passe la parole à Benoît Boritz. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ben, écoute, je suis très content, Christian, que tu aies pris la parole avant moi, parce que je vais un petit peu m'inscrire dans tes traces. Je crois que tu as commencé à brosser un petit peu l'idée un pas de côté sur la question du débat stratégique, en indiquant très clairement que pour toi, ben, la question de l'État garantie du service public n'est pas posée. Et c'est vrai que de ce point de vue, voir émerger une coopérative style RICOP dans lequel on a une alliance des salariés, des usagers, nous permet peut-être de définir demain en positif un autre service public, à condition bien entendu de le généraliser. Tu as aussi abordé la question des conditions de travail. Alors c'est amusant, on n'a pas abordé cette question qui est quand même à mon avis essentielle. Alors j'ai manqué une intervention puisque j'ai eu un problème technique. Alors peut-être qu'on en a parlé, avec David Coco, mais je l'ai perdu en tout cas. Il y a quand même le statut de la fonction publique qui est en question et donc, bah oui, on ne l'a pas dans les coopératives, donc comment ça fonctionne? Alors, je n'ai pas la réponse, mais je crois que vous avez aussi abordé la question centrale du capital. Et je crois encore une fois, bah, la question, ce n'est pas tellement de sortir du capitalisme, mais peut-être de poser la question de comment en sortir. Alors, comment en sortir? Là, on est obligé de faire un pas de côté. Je voudrais le faire avec une proposition que je défends maintenant depuis pas mal de temps, qui s'appelle la sécurité économique, que j'avais émise dès 2015 dans un de mes ouvrages coopératifs contre capitalisme, dans lequel j'avais étudié toute une série de reprises par les salariés. Le principe de la sécurité économique, il est très simple. C'est de dire que toute personne qui emploie quelqu'un va recevoir une allocation qui va couvrir une partie du SMIC, donc une partie du salaire. Et cette allocation, elle est donnée par personne, par emploi en équivalent temps plein. Donc, je vois l'exemple de Railcoop, qui a déjà 33 salariés. Je ne sais pas ce que vous avez pu amasser en capital, mais je dirais, on n'amasse jamais du capital coopératif par plaisir, parce qu'en fait, c'est un capital qu'on mobilise pour l'objet social et pas pour autre chose. Mais je reste persuadé que ça aurait permis certainement d'en consommer beaucoup moins au démarrage, et puis peut-être d'embaucher plus rapidement si les projets s'étaient développés ou quoi que ce soit. En tout cas, diminuer nos besoins en capitaux. Alors, vous allez me poser une question, comment je finance cette affaire? Ben, c'est une finance extrêmement simple. Le principe, c'est de le faire financer par l'ensemble des entreprises d'un pays. C'est en fait une sécurité économique qui complète la sécurité sociale, c'est dans la même logique, c'est un régime obligatoire. Tous les mois, les entreprises disent, voilà, j'ai produit tant, alors c'est basé sur les flux de trésorerie, j'y reviendrai, il y a tant de pourcents qui vont partir et ce pourcentage va permettre de financer les allocations. Et en contrepartie, je vais toucher tant parce qu'il y a tant de personnes employées. Donc, ça revient à mettre hors marché une partie de la production privée. La production coopérative fait partie de la production privée pour la répartir de façon égalitaire. Donc, on commence à rentrer dans un statut du travail qui est présent, dans lequel une partie de la rémunération est garantie hors marché. Ça se joue aussi, je vous ai parlé de base de mutualisation, ça fonctionne sur les flux de trésorerie. Ça signifie que lorsqu'une entreprise investit pour acheter un équipement de très long terme, eh bien, il est de facto subventionné par l'ensemble des entreprises. Je m'excuse, je m'explique, si on fait 40% de mutualisation sur un équipement de 100 000 euros, 40 000 est payé par l'ensemble des entreprises, y compris les entreprises et surtout les entreprises capitalistes, et il reste 60% à trouver. Donc, on réduit l'investissement à 60 000. Donc, pour le dire en 2 mots, la sécurité économique, je vous invite à la découvrir sur pleinemploi.org, donc pleinemploi.org en un seul mot. Et je pense que c'est un outil qui participe à la décapitalisation de notre économie et qui sera très probablement
un excellent allié du développement de l'économie sociale et solidaire d'une autre économie. Voilà, j'ai fini. Je voulais vous en parler parce que je crois, ce n'est pas un hasard si cette proposition, elle est partie d'une étude des coopératives. Et si aujourd'hui, je vois les questions que vous avez posées, alors notamment RICOP, malheureusement, j'ai été absent pour la COP des masques, la question du capital, aujourd'hui, elle est essentielle dans l'économie sociale et solidaire. Nous devons réduire le capital, le poids du capital pour développer l'économie sociale et solidaire. Voilà, merci. Merci Benoît. La parole à Patrick Letronda de l'association Autogestion. Bonsoir. Non, mais c'est vrai que sur la question du terme déjà coopérative, il faut savoir qu'on n'a pas un fétichisme. Je voyais cette semaine sur le site d'une alliance internationale de coopératives qu'il disait, voyez, les coopératives, c'est formidable, le SWIFT est une coopérative. Le réseau international financier SWIFT est sous forme de coopérative. Donc, évidemment, nous, ici, on entend coopérative et coopérative. Ce que je voudrais dire sur le débat, alors c'est vrai que nous, on avait mis « et ou ». C'était un peu provocateur. Mais nous, on est, enfin, en tout cas, personnellement, je serais plutôt pour retenir le « et », dans le sens où c'est vrai que les acteurs coopératifs qui sont intervenus ce soir nous ont dit d'une certaine façon, si j'ai bien compris, nous sommes pour le service public, mais nous avons connu des défaites dans le passé et maintenant ça s'étire sur plusieurs décennies. Et nous, ce que nous avons décidé, c'est que sans déserter le combat pour le développement d'un service public, nous avons essayé de trouver des solutions immédiates et y compris développer un modèle qui puisse inspirer le service public du point de vue de son fonctionnement, du point de vue de toute une série de choses. Moi, j'ai bien noté ce que nous a dit Alexandra sur la question de l'écart des salaires. Ils avaient une volonté sur la question éthique, dans la scope des masques, sur la question écologique. Je viens de découvrir que les masques ne sont pas en fibre naturelle. Sur les masques, par exemple, il est vrai qu'il n'y avait pas de service public du masque. Donc, on a confié à l'État la gestion des masques. Et c'était une faillite complète, puisque vous avez vu ce qui s'est passé quand on a eu besoin. Donc, en réalité, la scope des masques, c'est pour ça que je dis que les coopératives peuvent inspirer le service public. La COP des masques, d'une certaine façon, c'est pour moi un embryon de service public de ce que devrait être un service public du masque. Ou en tout cas, c'est l'existant du service public des masques. Alors, je comprends, y compris comme militant syndical, que expliquer que la coopérative est l'alternative, le dire de façon abrupte, et que ça, personne ne le dit, mais ça peut être compris comme ça, c'est quand même dire à tous ceux qui se battent pour la défense du service public, vous n'y arriverez jamais, vous allez encore subir des défaites, mais nous, pendant ce temps-là, on va être plus efficaces parce qu'on va faire autre chose, immédiatement, à notre petite échelle, mais en tout cas à notre échelle. Moi, je pense que tout ça s'alimente. En réalité, moi, je suis pour la théorie du piano, vous savez. Chaque touche joue son rôle. Et tout le problème qu'on a, c'est que chacun appuyant sur sa touche, que ça devient un peu harmonieux, si je prolonge la métaphore musicale, et que tout ça soit une partition, soit ça devienne la partition de l'autogestion, comme l'avait souligné Alexandra. Donc moi, dans ce cadre-là, je serais plus pour la théorie du piano, c'est-à-dire chaque touche joue son rôle et doit s'insérer dans une compréhension commune de ce qu'est la satisfaction des besoins sociaux des différentes missions que remplissent soit les coopératives et les services publics. Ce qui n'épuise pas toutes les questions de capital, toutes les questions de la gestion à l'échelle nationale, je pense à la question de l'électricité, de l'énergie, etc., etc. Tout ça n'épuise pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, je terminais sur cette note optimiste, c'est qu'au moins nous, on en discute. Voilà. On ne dit pas, on ne renonce pas en disant, oh là là, tout ça est trop compliqué avec le capitalisme, etc. Nous, on en discute sur des éléments concrets qui sont quand même des éléments qui transforment la réalité, même de façon minoritaire, mais qui transforment aussi le discours et les conceptions. Merci. Merci Patrick. Je pense effectivement donc qu'il faut se battre résolument pour défendre les services publics, pour les
démocratiser, c'est-à-dire que repenser quand même la question, la place des usagers, la place des travailleurs dans la gestion des services publics. Ce qui n'empêche pas effectivement, en complémentarité, d'expérimenter. Et je pense que compte tenu des carences des services publics, liées au démantèlement, effectivement, il faut expérimenter et ça peut prendre la forme de coopératives en complément de services publics, peut-être d'État. Mais il faut probablement penser une articulation entre les deux. Je donne la parole à Alexandra. Oui, merci. Non, je voulais rebondir justement sur ce que tu disais, Patrick. J'allais justement dire statut fait pas vertu, comme on dit, parce que on parlait du capital et c'est vrai que les banques, il y a beaucoup de banques coopératives en fait aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, en fait, la première banque à nous avoir soutenus, nous, RICOP, c'est la Nef, qui est une toute petite banque éthique, effectivement coopérative. On fait partie du mouvement des licornes, mais des licornes avec 2 O. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ça. En fait, on s'est constitué avec Enercop, Cities, Mobicop, enfin un certain nombre de sociétés coopératives d'intérêt collectif dans un collectif justement qui prend le contre-pied des licornes avec un seul O, donc ces entreprises très capitalistes qui arrivent à lever des millions. Alors c'est là aussi tout le paradoxe en fait. Moi je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie, je vais le dire assez clairement comme ça. Je l'ai dit cette semaine aussi, la semaine dernière, il y avait un événement autour de la finance solidaire. Alors la finance solidaire, tout le monde se gausse de dire c'est formidable tout ce qu'on fait effectivement en tant qu'investisseur à impact et tout ça. Et quand on creuse un peu derrière, en fait, on se rend compte que les investisseurs à impact, enfin je ne sais pas ce que tu en penses David, si tu as été en contact un peu avec eux, mais finalement, en fait, ils ont les mêmes prismes d'analyse de tous les autres investisseurs et en plus, ils rajoutent la petite touche qui va bien à impact, mais finalement, ils cherchent la même profitabilité, la même liquidité, ils cherchent la même chose. Bon, bref, tout ça pour dire, effectivement, je pense que fondamentalement, sur cette question du capital, j'ai entendu ce qui avait été dit par Benoît, je pense que c'est des réflexions vraiment intéressantes à pousser. Je pense qu'aussi, la puissance publique peut vraiment avoir un rôle, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais sur ces questions peut-être de garantie ou alors de créer une vraie banque publique d'investissement, mais enfin, au sens où voilà, je pense qu'il y a un vrai rôle aussi pour le coup de la puissance publique, aussi peut-être d'agir sur cette partie, sur cette question du financement, puisque si on doit jouer une partition, pour reprendre l'image qui était prise, où on peut finalement avoir une action, un service public directement opéré par, on va dire, l'État ou les régions, les collectivités locales et peut-être à certains endroits par des coopératives, il faut quand même que quelqu'un permette cette mise en musique. Et je pense qu'effectivement, cette question de l'accès au capital est vraiment essentielle. Et puis, juste un petit dernier point sur la question des salariés. C'est vrai que chez RICOP, aujourd'hui, on est en train de construire le cadre social. Pour être clair, on vient de mettre en place un CSE. Alors, encore une fois, je le soumets au débat. Ce qui était assez intéressant et en même temps un peu étonnant, alors on n'est que 33 dans la coopérative, salariés en tout cas. On a eu 2 listes qui se sont présentées pour le CSE, donc c'était très bien. Mais comme je disais, paradoxalement, en même temps, on a les élections au conseil d'administration et on n'a quasiment pas eu de salariés qui se sont présentés au conseil d'administration. Donc voilà, il y a aussi ces enjeux de gouvernance en fait, interne, de permettre effectivement aux salariés de vraiment s'approprier la définition de la stratégie. Il y a la construction du cadre social qui va être fait dans le cadre du CSE, mais je veux dire, globalement, c'est aussi le cadre social, il s'inscrit aussi dans une dynamique d'entreprise par rapport à un développement, à un objet social et à une utilité sociale, je pense, et c'est comment on amène aussi les salariés à avoir vraiment cette culture de l'autogestion, et je suis preneuse aussi d'avis, de conseils pour favoriser ce genre de choses, parce que je pense que ce n'est pas simplement le fait de proposer aux salariés de s'engager qui va faire que les salariés derrière vont forcément le faire. Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui, en tout cas pour moi à mon niveau. Merci. Bien, merci. La parole à Jacques Pigayem. Oui, moi je trouve très intéressant ce qu'a dit Alexandra autour de RICOP et de l'intervention des collectivités locales, quand je dis les citoyens locaux, d'une manière à travers les collectivités, des usagers, parce que on est dans le cadre d'un service public de proximité.
Et je pense qu'un vrai service public qui correspondrait à une idée d'autogestion doit être décentralisé. Décentralisé si on veut qu'il soit au plus près des usagers et de ces services publics. D'ailleurs, c'est un peu ce que Michel Antony a dit par rapport aux hôpitaux. Ça se fait localement. Le problème, c'est que les services publics, ils doivent être aussi sur tout le territoire. Et c'est encore plus vrai, Michel l'a bien dit par rapport à la santé, mais c'est encore plus vrai pour les chemins de fer, qui est une activité de réseau. On ne peut pas imaginer, si on peut l'imaginer, et ça a existé, des lignes ferroviaires qui soient indépendantes et autonomes les unes des autres, mais ce n'est plus un service public. Et la question qui se pose, par exemple, je prends la ligne Bordeaux-Lyon ou Lyon-Bordeaux. Quand on est à Bordeaux, quand on prend la ligne pour aller à Lyon, peut-être qu'on veut aller à Bourg-en-Bresse, à Vesoul ou à Grenoble. Donc, il y a bien une question de connexion avec la SNCF ou les TER régionaux. Donc, on est bien dans une entreprise de réseau. Donc, la question, autant je pense qu'il faut que ce soit décentralisé, le service public, autant se pose la question de la cohérence du service public sur le territoire et comment on peut intégrer la ligne Bordeaux-Lyon dans le service public en général, ou comment on peut intégrer, fédérer fédérer les initiatives locales, ou je pense, si on est dans un système, on doit être dans un système fédératif. Voilà, merci. Merci Jacques. Donc la parole à David. Oui, juste pour revenir sur les sujets sur lesquels on pouvait interroger, moi comme Alexandra. Par rapport au capital, alors la difficulté, c'est qu'effectivement, le montant des investissements nécessaires pour mettre en production en fait, la production de masques a fait qu'on n'a pas pu en fait, le faire uniquement par un modèle participation, notamment citoyenne ou sociétaire. Il y avait l'objectif initial, c'était 10 000 en fait, titres de la SIC, donc, qui étaient achetés à raison de 50 € pièce. Aujourd'hui, on n'est pas encore effectivement à ces 10 000, on atteint péniblement les 6 500. Donc, et cette somme en fait, qui a été récoltée a été une amorce intéressante, certes, mais en fait, on est aussi dépendant, au-delà des prêts bancaires, on est aussi dépendant de subventions, notamment de l'État, qui nous a permis aussi d'avancer sur le projet. Il faut quand même aussi reconnaître que l'argent, effectivement, a plusieurs origines, et forcément le milieu bancaire. Concernant la politique en fait, salariale, alors nous, c'est également la même chose, on est en construction par rapport à ça. Depuis 1 an que la SIC a été créée, les élections CSE viennent d'avoir lieu. Jusqu'à maintenant, en fait, il y avait un dialogue, une participation des salariés qui se faisait au travers en fait, de réunions récurrentes, sachant qu'il ne faut pas se le cacher, la coopérative a eu quelques difficultés aussi, donc on a aussi connu une réduction de personnel, ce qui est assez douloureux après quelques mois seulement d'existence, lorsqu'il y a eu une chute en fait, des ventes. La politique initiale a été faite notamment sur la question de l'embauche et du niveau de salaire. Ce qui a été retenu au départ, c'était 1,4 SMIC pour les embauches, et autrement aussi prendre soin de recruter des personnes qui étaient au chômage depuis plusieurs mois, voire pour certains depuis plusieurs années, et également du côté des personnes porteuses de handicap. Voilà. Concernant les conditions de travail, moi, les retours que j'ai, c'est que les salariés étaient plutôt satisfaits en fait, de la situation, mais bon, ce sera à revoir et très certainement dans le cadre notamment du CSE, puisqu'il y a certainement des choses qui n'ont pas été maintenant dites. Par contre, j'irais dans le même sens que pour qu'Alexandra, concernant la participation pleine et entière, notamment à d'une coopérative. Alors,
je soulignais, moi, qu'il y avait une sorte d'empêchement déjà statutaire, hein, c'est-à-dire que la place qui est laissée effectivement aux salariés dans le cadre du conseil d'administration est relative par rapport au nombre de membres du conseil d'administration, hein, c'est 2 sur 12. Et puis, on n'a pas forcément, jusqu'à maintenant, effectivement, cette demande, en fait, exprimée très clairement de la part des salariés, si ce n'est que, bon, ils savent qu'ils font partie d'une entité, en fait, qui se veut différente, ce qui a permis quand même, effectivement, d'avoir un enthousiasme de leur part, notamment lorsque des difficultés ont été connues. Mais on n'a pas cette participation active pour l'instant qu'il va falloir, effectivement, disons, accompagner. D'accord, merci. La parole à Michel Anthony. Bon, alors, j'ai bien aimé le symbole du piano, là. Hein, voilà. L'harmonie, c'est fourriériste. Je sors d'un colloque fourriériste à Poligny, au pays du vin jaune, donc ce week-end, on en a largement évoqué cela, quoi. Donc, moi, je pense aussi qu'il ne faut absolument pas opposer les engagements et mettre en avant ce qui nous rassemble. Souvent, on fait l'inverse. Et souvent, on est en concurrence et c'est ce qui, justement, nous détruit tous les uns après les autres. Il ne faut pas tomber dans la caricature ni du service public qui disparaît et qu'on ne fait rien. Tu as une formule malheureuse, je pense, Alexandra, en disant soit on pleure, soit on fait RICOP. En gros, je caricature, mais ça peut pas comme ça, on ne peut pas dire ça comme ça, quoi. Hein, parce que les résistances dans les services publics, dans tous les services publics, ont eu partiellement des résultats concrets. Je tiens une carte de France des destructions du rouleau compresseur de la santé. Allez voir sur le site de la coordination, il y a des milliers de sites hospitaliers qui sont nommés. Ça fait pleurer parce que, voilà, on voit tout ce qui a disparu, comme quand on regarde une carte de France du rail il y a 50 ans, puis d'aujourd'hui, ça fait pleurer parce qu'il n'y a plus rien. Mais il y a quand même eu de belles résistances et de beaux succès. Et je pense qu'il faut rendre hommage à cette résistance-là au nom d'un principe donc d'égalité, solidarité, de proximité, d'aménagement du territoire. Et si on regarde que les coopératives, il y a eu des dizaines de milliers de coopératives en France. Je suis un peu historien des coopératives et de la mutualité. Elles n'ont rien changé au capitalisme général, quoi. Il faut faire attention. Quand on parle des coopératives, c'est trop général. Quand on promeut les SCIC, ça c'est autre chose. C'est bien parce que c'est notre tentative. Mais la plupart des coopératives existantes ont toutes peu ou peu dégénéré dans un sens d'intégration du capitalisme ambiant ou de l'abandon de la démocratie initiale et de l'émancipation sociale qui était promue, quoi. Donc, il faut faire attention et il ne faut pas caricaturer les choses. Voilà. Moi, je pense là-dessus, sinon, on ne s'en sortira pas. On amènera chacun sa recette, c'est nous qui. Et ça, c'est une mauvaise manière de poser le problème. L'autre aspect où il faut faire attention, c'est ce que disait Christian. Ce n'est pas l'État que l'on met en avant, c'est la nécessité d'une coordination nationale dans les grands services publics. Voilà. Il y a un tas de choses dans les domaines des petits services publics locaux qu'on peut faire qui n'a pas besoin d'une cohérence ou d'une coordination en réseau au niveau national. Mais sur les grands services publics, si, c'est une obligation. Et que ce soit une fédération nationale, que ce soit une co-fédération, que ce soit ce qu'on veut, il faudra bien la mettre en cause. Par exemple, je milite moi, pour le Paris-Bâle, la ligne 4 qui va de Paris jusqu'à Bâle depuis maintenant 50 ans. D'abord, on a réussi à la maintenir. Là, il y a de belles victoires qui ont eu lieu. Il faut quand même le rappeler. On a réussi à maintenir des lignes, on a réussi à maintenir l'ouverture sur Bâle, alors que c'était complètement fermé dans la stratégie de l'État. Et on est devant un problème de cohérence aujourd'hui qui est évident parce que cette ligne parcourt 3 régions, l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Et on ne sait jamais, quand on a des problèmes d'usagers, quand on a des problèmes de personnel, on ne sait plus jamais à qui on doit s'adresser. On ne sait plus jamais qui est-ce qui décide, à qui est fautif pour fermer le guichet de la gare, qui est fautif pour une ligne qui vient en retard et à qui on s'adresse pour avoir telle voie ou ligne ou wagon de rechange. Et donc, on a besoin de cette cohérence. Et qu'on soit dans le cadre de l'autogestion ou dans le cadre d'une vision étatique qui reste encore partagée souvent, je pense, par certaines tendances du mouvement ouvrier français, on aura toujours cette nécessité d'avoir cette cohérence, de maintenir un réseau qui soit équitable et puis qui fonctionne, donc, quelle que soit la capacité de décentralisation ou de pouvoir local qu'on peut mettre en place. Et puis, il y a le problème de la pérennité. Le problème de la pérennité, c'est un service public, quand on le met en place,
il faut qu'on laisse tomber effectivement les aspects de finances, les aspects de bénéfices. Un service public, c'est un service, c'est un bien commun, c'est un intérêt général, c'est un intérêt collectif, si on prend le terme des SIC. Et donc, dans ce cadre-là, il faut vraiment qu'on fasse passer les idées du bien commun et de la réponse aux besoins des gens quand ils les ont exprimés de manière démocratique et prise en compte. Et c'est ça qui doit nous animer. Pour le type de gestion, qu'on soit dans un système traditionnel de service public, genre tradition nationale, étatique, tout ce qu'on veut, si on prend cet aspect-là, on peut très bien imaginer, à l'intérieur d'un service public qui resterait, entre guillemets, coordonné au niveau national, bien des possibilités de démocratie directe locale, régionale, départementale. C'est un peu ce qu'on essaye de faire dans le domaine de la santé. Nous, on a un tas de propositions sur les observatoires de santé au niveau des pays ou des communautés de communes dans un premier temps, des départements qui persistent ensuite, et des petites régions à l'ancienne. Les grandes sont malheureusement antidémocratiques et destructives de la démocratie. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait essayer de promouvoir. Il y a une structure, et puis il y a un type de gestion et d'organisation, et peut-être que c'est là qu'on peut travailler donc en commun sur coopérative, les propositions faites, et puis la tradition au service public. Je veux juste prendre encore 2 minutes pour vous rappeler que en mai 2023, dans ma localité, à Lure, qui a vu disparaître une masse énorme de services publics, dont au pied des Vosges en Haute-Saône, on a réussi à en sauver quand même une bonne dizaine, tant dans le domaine de la santé, dans le domaine judiciaire ou dans le domaine de l'éducation et du rail. Et on avait décidé, un peu comme à Guéret en 2005 en 2015, de faire une rencontre nationale sur le service public, sur sa nécessité, sur ce qu'on rêve qu'il soit, sur sa démocratisation, sur tous les éléments comme les masques ou autres qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui par le service public et qui nous obligent à l'étendre. Et je pense qu'il serait absolument indispensable qu'une association comme la nôtre y soit présente justement pour essayer de promouvoir ce type d'alternative qui ébauchent aujourd'hui RICOP ou la coopérative des masses. Donc c'est un appel que je vous fais. On est en train de monter ça avec la convergence nationale, avec la coordination, avec la convergence nationale rail aussi, que vous connaissez sans doute dans le domaine du ferroviaire. Et on a l'appui déjà de Sud, de la CGT, beaucoup d'associations la FSU évidemment qui est à la pointe, Philippe ne me contredira pas. Et je pense qu'il faut qu'on s'investisse là-dedans. C'est un appel aussi. On a une année de préparation et donc d'approfondissement du débat qu'on est en train de mener ici. Oui, ben, tout à fait. Hein. Nous sommes très intéressés pour participer et nous impliquer et contribuer. Hein. Là, on amorce une réflexion sur le sujet. Bon, on était déjà intervenu dans des rencontres régionales sur la question service public et autogestion, mais évidemment, il faut approfondir la réflexion et c'est en confrontant les positions comme on le fait ce soir qu'on avance dans la réflexion. Je donne la parole à Daniel et Gérard Mauduit. Oui, je voudrais vous parler, c'est Daniel, je voudrais vous parler d'un projet qui est encore en chantier, c'est-à-dire la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, j'espère que ça entre dans le sujet, puisqu'il s'agit là de garantir des droits qui sont proclamés, hein, c'est un droit qui est proclamé, mais qui n'est pas effectif. Et en même temps, de promouvoir un modèle économique, l'agriculture paysanne écologique. On a constaté, les promoteurs de cette mesure, de ce chantier, ont constaté que la multiplication des expériences démocratiques locales, hein, que ce soit des épiceries solidaires pour répondre aux problèmes de la faim, que ce soit des AMAP pour répondre aux problèmes aussi de l'accessibilité à une nourriture de qualité et en même temps garantir des débouchés aux paysans, eh bien, et on peut en multiplier d'autres, que ce soit celle des paysans aussi qui se sont souvent regroupés dans des CIVAM, eh bien, non, malgré leur succès, pas
permis l'accès à l'alimentation, puisque le recours à l'aide alimentaire ne cesse de s'accroître, 8 millions en 2020, plus d'un Français sur 10, et d'autre part, qu'il y a toujours le recul de l'agriculture paysanne. Alors, du coup, il y a pas mal de militants qui se sont regroupés avec ce double souci, et pour éviter l'étatisation, pour trouver à la fois de l'argent et permettre la démocratie, c'est-à-dire permettre à la population, l'ensemble de la population, de choisir son alimentation d'une part, mais aussi la façon dont elle allait être produite, eh bien, ils ont pensé à la sécurité sociale de l'alimentation sur le modèle de la sécurité sociale telle qu'elle a été mise en place en 1946. Donc, avec des cotisations sociales qui seraient donc gérées dans des caisses locales, et c'est là qu'intervient le souci de la démocratie, des caisses locales gérées démocratiquement par les cotisants. Alors, c'est en chantier, donc ça se discute encore, hein, par les cotisants, bien sûr, par les... Alors, je ne vais pas dire consommateurs, usagers, je ne sais pas si ça peut aller dans ce cas-là, mais par des producteurs en connaissance de cause. Et ces caisses locales, notamment, auraient à conventionner donc les aliments qui pourraient être achetés de cette façon, avec une espèce de carte vitale qui serait créditée de 150 € par mois et par personne pour permettre à tout le monde donc d'aller chercher cette alimentation. Et les critères de conventionnement iraient dans deux directions, enfin auraient trois directions. D'une part, devraient respecter les conditions de travail justement de ceux qui nous nourrissent, et d'autre part, et ça du champ à l'assiette, et d'autre part, eh bien, permettre à chacun de choisir son alimentation, mais dans un choix qui a été fait collectivement. Alors, ça représenterait à peu près 120 milliards d'euros et ça correspondrait à un peu plus de 60% de la population, de la consommation alimentaire, quoi, hein. Voilà. Alors, je voulais vous parler de ça. Je ne sais pas si je suis tout à fait dans le sujet, mais je trouve que cette volonté justement de lier et de défendre un bien commun, de défendre en même temps l'accès à ce bien commun pour tous et en même temps de promouvoir cette agriculture paysanne écologique est quelque chose d'intéressant. Et ça permet la capitalisation puisque ça va, c'est 120 milliards fléchés vers les paysans, mais aussi vers les paysans, les travailleurs de l'agro-industrie, de la distribution, etc. Donc, voilà. Je ne vais pas en dire plus. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Oui, merci. Non, mais effectivement, c'est une question importante. Nous que nous évoquons dans le Sud Ardèche, au sein du collectif Plus J'aimais ça, avec la Confédération paysanne qui est très impliquée dans ce collectif. Et donc, effectivement, c'est en termes de participation et puis surtout aussi poser les questions du type de production. On est dans le sujet. Comment on produit, que produit-on et comment on le distribue? C'est repenser une autre organisation de la société. C'est une question effectivement importante. Je passe la parole à Jean-Pierre Hardy. Vas-y, Jean-Pierre. Oui, je mettais le micro. Oui, sur les questions service public, hein, c'est-à-dire que dans le droit français, c'est-à-dire qu'on a une notion que le service public n'est pas forcément réalisé par l'État. Il y a la notion de délégation de service public, donc ce n'est pas uniquement le monopole étatique. Et de plus en plus, effectivement, la question va être de savoir si le service public sera délégué à des entreprises privées qui vont souhaiter en faire un peu leur beurre dessus, ou s'il va être délégué à des organismes de l'économie sociale et solidaire.
sur des secteurs que je connais bien, social et sanitaire, on voit que ce service public hospitalier, avec des fondations et des associations qui sont des branches de l'économie sociale et solidaire, des associations à but non lucratif. Dans d'autres secteurs, c'est surtout les associations. Et de plus en plus, ça devient les SIC. C'est-à-dire beaucoup d'associations un peu fatiguées, anémiées, envisagent leur transformation. Donc la transformation non démocratique, c'est le système de la fondation, puisque les fondateurs font ce qu'ils veulent après avoir fondé le truc. Et selon les statuts, on peut avoir des dirigeants quasiment à vie. Et il y a de plus en plus la volonté de créer des SCI, puisque ça peut associer effectivement les collectivités territoriales, les salariés, et aussi d'élargir la question. Hein, c'est-à-dire qu'on est en plein débat sur les EHPAD. Donc la logique d'un EHPAD dit de plateforme, c'est aussi de pouvoir ouvrir ses locaux sur l'extérieur, de pouvoir faire des activités sur l'extérieur, de rouvrir un café fermé pour faire un café des aidants. Et donc on est toujours dans l'interne et dans l'externe. Et donc la SCI qui peut associer aussi d'autres associations paraît être une solution. Donc effectivement, la notion de service public égale État ou égale collectivité territoriale, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense que l'enjeu, ça sera de maintenir des services publics, mais de savoir qui en aura la délégation. Est-ce que c'est vraiment des entreprises ou est-ce que c'est d'autres entités de l'économie sociale et solidaire, pour prendre le terme un peu classique, même si bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, dans l'encyclopédie pour autogestion, j'ai 2 articles là-dessus, hein, qui me semblent relativiser un peu, parfois pas prendre des vessies pour des lanternes, mais c'est vraiment un enjeu de qui va développer, hein, parce que ce type de service public, qui va en prendre la main. Est-ce que c'est des entreprises privées, des associations anémiées, ou est-ce que c'est les créations, notamment de la SCI, qui me semble être un bon outil à développer et qui fait partie de la 4e composante de l'économie sociale et solidaire, puisque la loi Hamon a ajouté ces entreprises d'insertion, et il ne faudrait pas que ce soit des groupes comme le groupe SOS qui soit la 4e composante, même qui ne se déclare pas ESU, hein, parce qu'effectivement ESU, l'entreprise de l'ESU qui a été évoquée tout à l'heure, il y a des obligations, notamment d'écart de salaire, quoi. Donc, je pense qu'il y a un enjeu là-dessus, et il y a beaucoup d'expérience qui se fait en ce moment, et surtout de transformation dans le secteur du handicap d'associations en SCI. Très bien, merci Jean-Pierre. Donc le temps s'écoule. Donc là, il y a Simon et Philippe qui sont inscrits. Donc je propose de clore les inscriptions, sauf s'il y avait vraiment une réaction importante à formuler. Donc la parole à Simon. Merci. Je vais essayer de ne pas faire de provocation sur la dernière ligne droite. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont hyper intéressantes, mais je pense qu'il y a aussi des éléments qu'il faut pointer, quoi. Y compris qu'est-ce qu'on entend sur la structure des services publics, parce qu'il n'y a pas de souci à dire, on ne parle pas de la même chose. Service public, coopérative, on parle de logique d'organisation d'un côté et d'un service de l'autre côté. Donc, il faut aller un petit peu plus loin sur les choses, à mon sens, parce que derrière, il ne s'agit pas d'opposer. Par contre, il s'agit de savoir ce qu'on a apporté, en tout cas ce que nous, on se pose forcément comme union interprofessionnelle nationale en termes de cohérence et puis de coordination réelle. Parce que si c'est pour tomber dans un système où on s'est fait exploser les services publics, donc des services, et qui serait une myriade de micro-entités, on pourrait se dire c'est super, on a plus la main dessus, mais où en fait, à chaque fois, et le niveau de service, et la qualité, et les conditions de travail et de salaire, d'ailleurs Christian le soulignait tout à l'heure, moi je ne suis pas du tout là-dessus, mais sont différentes partout, je ne suis pas sûr que le gain soit réel. Enfin, évidemment, on peut se dire que c'est mieux que juste des entreprises privées. Mais pour autant, est-ce que c'est ça notre projet? Et il faut faire attention à ce que dans la dégradation générale des services publics, on ne soit pas juste heureuse ou heureux d'avoir des bouées de sauvetage qui ne sont pas un nouveau bateau, quoi. Voilà.
Et c'est là-dedans qu'il faut réfléchir sur la cohérence. Il ne s'agit pas d'opposer, il s'agit de se dire, OK, comment on fait pour avancer? Comment on fait pour avoir des modèles, mais qui derrière nous permettent d'apporter, y compris dans la réflexion autogestionnaire et dans la pratique autogestionnaire. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Et y compris les services publics, ce n'est pas du tout que l'État aujourd'hui. Voilà, enfin, il y a déjà un gros découpage sur les services publics, il y a un découpage aussi sur les missions de services publics. Donc, quel est le niveau de service qu'on attend collectivement dans la société? Quelle est l'organisation du travail qui peut l'accompagner? Et là, il y a la question de l'autogestion qui se pose. Et évidemment, derrière, la question des conditions de travail, des salaires, tout ça, elle est essentielle. Mais c'est la force de l'entrée, en fait. L'entrée par les usagères et les usagers, l'entrée par les salariés, comment on mêle les deux, quoi. Voilà, je ne fais pas plus. Oui, bien sûr qu'au niveau des services publics, tous les services publics ne dépendent pas de l'État, bien sûr. C'est les différentes collectivités territoriales aux différents échelons. La parole à Philippe. Oui, je vais aussi essayer de me situer dans le prolongement du débat qui est effectivement assez riche, qui mérite peut-être que pour la notion de service public, on en débatte un peu plus. Par exemple, sur la question des délégations de service public. La question du service public, ce n'est pas seulement qui, mais c'est comment. C'est comment. Il y a de grands délégataires de service public qui considèrent que, je parle de ceux de l'eau par exemple, et il n'y a rien de plus marchand que leur pratique. On a bien vu aussi dans le scandale des EHPAD que quand on est dans le service public, soit associatif, soit en régie, si ça ne se passe pas la même chose c'est pas tout à fait la même chose que dans le secteur marchand, évidemment. Donc nous, on peut vouloir défendre plutôt le mode d'exécution de service public en régie, ce qui, on a parlé d'éviter des concurrences, évidemment, mais ce qui n'empêche pas d'autres formes, mais il faut que ces autres formes, elles correspondent bien aux critères que l'on a donnés, notamment sur les cycles de démocratisation par rapport aux usagers et aux salariés. Donc, il y a vraiment besoin d'approfondir. Après, je me pose une question, mais monsieur le représentant de Coopérative des masques, je pense, est toujours là. Je pense qu'il faut, je ne suis pas sûr que la production de masques elle-même soit un service public. Ça s'intègre dans un service public de santé, et le service public de santé peut vouloir privilégier le fait d'avoir des fournisseurs de ce type, évidemment, qui vont remplir un certain nombre de caractéristiques, et notamment de vouloir d'abord faire des masques qui correspondent à la santé des citoyens plutôt que d'autres. Donc là, c'est pas du tout une critique, hein, mais ça illustre bien, comme je le disais, la tension entre la forme et la question du service public. Une dernière chose, j'ai observé, moi, dans ma vie professionnelle, sur la question des services publics qui ont bien évolué depuis 40 et quelques années que je travaille dans le service public, que plus il est décentralisé, plus il est privatisable. Autrement dit, il y a eu un mouvement sur lequel l'État s'est déchargé d'un certain nombre de services publics, et à ce moment-là, plus il est délocalisé, plus il est localisé, plus il est privatisable. J'ai l'exemple des cantines scolaires et beaucoup d'autres exemples. Voilà. Je voudrais réagir à ce que tu viens de dire, Philippe, par rapport à la question de l'eau, par exemple. On observe, pour avoir mené une bagarre contre une délégation de service public sur un bassin de vie quand même assez étendu, et avoir obtenu quand même la création d'une régie publique, la question de la démocratisation du service a été posée, mais n'a absolument pas été résolue. C'est-à-dire qu'on a changé, effectivement, on a interrompu, on a mis fin à la délégation de service public, mais aujourd'hui, c'est géré par une régie avec une quarantaine d'élus qui ne consultent jamais leurs conseils municipaux, une régie dans laquelle il n'y a aucune démocratie. Et je prends cet exemple-là, mais je pourrais le démultiplier, puisqu'il y a plein de cas où, effectivement, il y a des régies publiques sans aucune place attribuée aux usagers.
hormis des commissions de consultation de services publics. Bon, et par ailleurs, la question de la taille est toujours sur la question de l'eau. Je pense que effectivement, à un moment donné, l'État voulant accélérer le processus de délégation de services publics a voulu instaurer un seul statut par communauté de communes. C'est-à-dire que sur une même communauté de communes, il n'aurait pas été possible de gérer l'eau avec une délégation de services publics et une régie. C'était quand même un moyen d'accélérer quand même la privatisation. Et en l'occurrence, on passait de l'échelle de la commune à l'échelle d'une communauté de communes, et c'était pour faciliter aussi ce processus de délégation de services publics. Donc, comme quoi la question n'est pas simple, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours une question de rapport de force, de mobilisation des citoyens, mais ce qu'il faut vraiment affirmer aussi quand on défend les services publics, c'est revendiquer la démocratisation, c'est-à-dire que la place des usagers, mais la place aussi des travailleurs, parce que les travailleurs, ils ne sont pas plus consultés. Donc, effectivement, voilà. Donc, il n'y a plus de demande de parole. Bon, le débat a été très, très riche, très intéressant. Il mériterait d'être approfondi, poursuivi. Il y avait une question donc d'un participant portugais, Felipe, là, mais par rapport à la question qu'il posait, il se trouve que donc Alexandra de RICOP est partie, et donc le plus simple, ce serait que peut-être qu'il se mette en relation avec elle pour qu'elle puisse répondre à la question, parce que ça paraît compliqué. Donc, je ne sais pas, donc parmi nos invités, est-ce que quelqu'un souhaitait donc réintervenir, ajouter quelque chose? Si vous voulez bien, par rapport notamment à la question que posait Philippe sur savoir si notamment les masques sont aussi essentiels qu'ils devraient être produits par le biais d'un service public. Après, la question, ça revient à la question de la démocratie, c'est-à-dire, moi je partage l'idée effectivement qu'il faut pouvoir effectivement travailler sur la question des communs et du coup démocratiser effectivement les décisions pour savoir ce que l'on produit, comment on le produit, dans quelles conditions on le produit. Donc après, voilà, le débat aura lieu. Est-ce que la fourniture, effectivement, d'outils, puisque ce sont des outils, hein, notamment pour celles et ceux qui travaillent notamment dans le domaine de la santé, au même titre que d'autres biens qui leur avaient manqué, en fait, jusqu'à mettre des sacs poubelles pour se protéger pendant la pandémie. Voilà, ça fera partie de la discussion. Moi, j'ai pas d'opinion tranchée, j'ai pas non plus vocation à défendre telle ou telle production plutôt qu'une autre, en fait. Je rejoins le débat qui était effectivement de déjà démocratiser effectivement le débat pour savoir effectivement ce qu'on met au titre du service public et puis quelles voies et moyens on met en œuvre aussi pour effectivement le financer, entre guillemets. D'accord, merci. Donc, Michel. Rapidement, d'abord, on te laisse conclure. Non, je ne vais pas conclure du tout, je ne me permettrai pas ça. Je simplement, pour le Lyon, c'est peut-être mon copain Antoine qui n'est pas forcément alerte avec l'informatique. Donc, il faut, si c'est toi, Antoine, ne pas hésiter à voir sur le petit micro qui s'agite sur ton écran, de cliquer dessus pour le désactiver. Voilà. Sinon, ce que je voulais dire, en espérant qu'il va trouver, si c'est lui, le problème de la décentralisation ou localisation des centres de pouvoir de services publics. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que tout dépend qui l'exerce. Si c'est dans un cadre de décentralisation des services publics et si on donne la parole aux notables locaux et aux seuls élus, comme ça se passe parfois, ou aux seuls administrateurs, comme ça se passe dans d'autres cas, on n'aura rien gagné au change. Et donc, ce qu'il faut exiger, c'est qu'effectivement, on soit plus près des réalités et des besoins. Donc, moi, je défends depuis toujours la proximité pour cela, hein, même si le gouvernement actuel, par exemple, avec sa dénomination des hôpitaux de proximité, emploie un novlangue pour dire n'importe quoi, puis réhabiliter des structures qui ne sont plus des hôpitaux. Il faut se battre pour ça, mais il faut que dans cette proximité, les principaux intéressés
et voix délibérative et déterminante. Et donc, les principaux intéressés, c'est les usagers d'abord, c'est les personnels ensuite qui exercent, et puis c'est les structures administratives et les élus locaux. Mais si on n'arrive pas à imposer ça, tu peux avoir une structure décentralisée qui nous semble sympathique en termes de prise en compte de la proximité, puis qui va rien nous donner in fine. Hein. Je pense dans le cadre des hôpitaux, par exemple, où on met en avant les CME, les centres qui regroupent les professionnels, ou si on met en avant les conseillers de surveillance, mais depuis la loi Bachelot, on ne sait plus qui c'est Madame Bachelot aujourd'hui, mais si depuis la loi Bachelot, c'est des conseils qui n'ont aucun pouvoir décisionnel, quoi, où les usagers, les représentants des personnels ont perdu tout pouvoir. Donc c'est ça, peut-être, on doit aussi être très très attentif de nos formulations. Il y a la structure qu'on veut, et puis quel pouvoir décisionnel on doit donner et à qui. Hein. Voilà, c'était un peu long, je m'en excuse. Merci Michel. Donc, je ne sais pas s'il veut intervenir. Sinon, on va mettre fin donc, à cette conférence débat qui a été quand même très, très intéressante et qu'effectivement, donc, il faut poursuivre. Et notamment dans la perspective donc, de la rencontre de Lure dans laquelle l'association pour l'autogestion va s'inscrire et en souhaitant participer activement donc, au débat et en apportant notre contribution. Voilà, bonsoir à toutes et tous et puis à très bientôt.